L'histoire commence dans un endroit chic, illuminé par des lanternes sous le clair de lune. Dans une pièce, un jeune homme dort à une table tandis qu'une femme mystérieuse le surveille. Soudain, il se réveille, tout confus, ne sachant pas où il est ni ce qui se passe. Un saut dans le temps nous montre que c'était un ouvrier ordinaire lisant un roman dans le bus. Le roman qu'il lisait avait une fin très tragique, le protagoniste perdant lamentablement face aux méchants. Mécontent de la fin de l'histoire, le lecteur se fâche et jette son téléphone sur le sol du bus. Dès qu'il touche le sol, l'appareil commence à briller d'une mystérieuse lumière violette. Cette lumière enveloppe complètement le type qui n'a absolument aucune idée de ce qui se passe. À ce moment, il est transporté dans le corps du protagoniste du roman qu'il lisait. Un mignon petit oiseau apparaît et se présente comme un système d'IA. Le type est immédiatement convaincu parce qu'il vient de recevoir ce fameux système qui aide les protagonistes. Il réalise que l'histoire a changé parce qu'au lieu d'une jolie fille, il a eu un coq. Le système l'informe qu'il y a des cartes et des trésors pour lui, et le jeune homme se sent déjà invincible. Il se souvient que le personnage se marie dès le début du roman et décide de saisir l'opportunité. Le type se précipite alors vers la mariée, tout excité pour leur nuit de noces. Sans hésiter, il saisit le voile rouge pour révéler le visage de sa femme. Mais en soulevant le voile, le jeune homme est complètement choqué par ce qu'il trouve en dessous. La femme a en fait des cheveux blancs et l'appelle un mari prodigue d'une manière très agacée. Le jeune homme panique et dit que c'était un malentendu, réalisant qu'il n'est pas cette personne, Lingley. Regardant autour de lui, il se demande pourquoi il a été piégé et ce qui se passe réellement. Puis il réalise qu'il n'est pas le protagoniste, mais un parfait inconnu nommé Moya Ling. Cette femme devant lui est Xia Ling, la principale antagoniste du roman qui est devenue une impératrice. Avec un sourire sur son visage, elle s'approche du jeune homme et l'appelle mari d'une manière séduisante. La méchante lui offre alors une boisson, disant qu'il se fait tard. Le jeune homme sait qu'il y a quelque chose dans cette boisson et qu'elle va le blesser de toute façon après. Désespéré, il se souvient qu'elle va drainer toute son énergie yin jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Mais soudain, le système apparaît, montrant à la méchante ses informations et une nouvelle mission. Il décide d'utiliser une carte d'échange pour échanger sa boisson avec celle de la méchante. Une lumière bleue apparaît, et la carte échange rapidement le contenu des deux coupes. Le petit oiseau confirme que l'échange a réussi, et maintenant sa boisson est sûre. Sans hésitation, le type boit la boisson d'un coup pour montrer qu'il est confiant dans la situation. Il complimente ensuite le vin et offre l'autre coupe à la femme pour qu'elle puisse la boire aussi. La méchante le regarde avec un sourire suspect, mais il semble qu'elle va accepter la boisson. Elle boit le liquide tandis que le jeune homme pense que son plan a parfaitement fonctionné. Soudain, la femme commence à avoir extrêmement chaud et devient complètement rouge. Elle réalise qu'elle a bu la mauvaise coupe et que c'était entièrement la faute du jeune homme. Furieuse, la méchante sort de la pièce en claquant la porte avec une force terrible. Elle va dans une salle de bain et saute dans l'eau pour essayer de se rafraîchir de la chaleur. Dans la baignoire, elle jure qu'elle se vengera du type dès que l'effet se dissipera. Mais elle est surprise car l'effet de la potion est beaucoup plus fort qu'elle ne l'imaginait. Il entre dans la salle de bain et est stupéfait par la beauté de la femme dans la baignoire. Avec une attitude supérieure, le type dit qu'ils doivent établir des règles à partir de maintenant. Mais la fille dans l'eau lui fait signe de s'approcher avec un regard très invitant. Le jeune homme pense qu'elle ne peut pas lui résister et qu'elle acceptera tout ce qu'il dit. Elle lui dit alors d'arrêter d'être si plein de lui et le surprend par son attitude. Sans avertissement, la méchante l'attrape fermement et le jette dans la baignoire avec elle. Tombant dans l'eau, il se souvient qu'elle est la principale méchante et qu'elle ne respecte pas les règles. Sous l'eau, les deux se font face, et il réalise que le combat est sur le point de commencer. Il est surpris par la douceur de son corps et pense que ce sera sa première fois. La fille aux cheveux blancs l'embrasse et est choquée par sa forte énergie yin. Elle sent son énergie entrer dans son corps et trouve la sensation merveilleuse. Une lumière rose l'entoure, et elle passe au niveau supérieur tandis que les cheveux du type changent de couleur. Le système annonce que la mission est terminée, mais son affection n'a augmenté que d'un point. Avec ses cheveux maintenant roses, la méchante pense qu'elle doit en parler à la reine. Pendant ce temps, une servante aux cheveux verts espionne tout de loin avec un regard terrifié sur son visage. Plus tard dans la nuit, la scène se déplace vers le grand palais de l'empereur. La servante dit à une femme que le 6e prince a un corps de purien. Cette femme qui écoute le rapport est la reine de la dynastie Nuyan, Muron-Minji. La reine réfléchit qu'elle ne s'attendait pas à cela de la part d'un inconnu et que le clan 11 a fait la meilleure affaire. Elle décide que même s'il n'est pas une menace, il vaut mieux se débarrasser de lui une fois pour toutes. La reine ordonne ensuite que la nouvelle concernant le 6e prince soit diffusée dans toute la cour le lendemain. La servante s'agenouille et accepte de suivre les ordres de sa majesté sans poser de questions. Tôt le lendemain matin, la scène se déplace vers un magnifique palais avec le soleil qui brille de mille feux. Le type se réveille dans son lit et réalise qu'il est déjà le matin, et qu'il est avec la méchante. Une note explique que dans l'histoire originale, les jambes du personnage principal étaient blessées. Soulagé, il remarque que ses jambes sont parfaitement bien et qu'il a échappé de justesse au danger. Il décide que sa priorité absolue maintenant est d'augmenter l'affinité de Xia Ling pour lui. Pendant qu'il réfléchit, nous voyons la fille aux cheveux roses dormir paisiblement à côté de lui. Marchant dans la rue,
il se plaint que son affinité augmente trop lentement. Le système montre alors que son affinité pour lui est encore très faible et dans le négatif. Il pense qu'au cours des derniers jours, il a mieux compris le système et ses objets. Pendant qu'il marche, l'oiseau du système flotte à côté de lui avec l'écran d'information. De nombreux objets sont verrouillés, il en déduit que c'est parce qu'il n'a pas terminé les tâches. La fille l'appelle Marie et le trouve mystérieux pour ne pas avoir détecté de pouvoir venant de lui. Il répond avec assurance et pense à quel point sa présence est impressionnante. Soudain, un autre couple apparaît devant eux et leur bloque le chemin. L'homme est le deuxième prince, Nuyu, et il s'excuse de ne pas avoir assisté au mariage. Le protagoniste répond que ce n'était pas grave et qu'il n'a pas besoin de s'en soucier. Nuyu commente ensuite les vilaines rumeurs qu'il a entendues à propos de sa femme. La fille se met en colère à cause du commentaire et jure qu'elle mettra fin à la vie de cet homme. Avec la provocation, le niveau de colère de la fille passe de 30 à 35%. Le type remarque que sa valeur d'obscurité a augmenté et craint qu'elle n'attaque le prince. Pour calmer la situation, il tient le poignet de son frère et s'excuse de l'offense. Il l'avertit ensuite que sa femme n'est pas là pour être jugée par lui. Tournant le dos, le jeune homme lui prend la main et dit qu'ils ont des choses importantes à faire. Le deuxième prince est confus et pense que son frère semble maintenant différent. Se sentant plein de lui-même, il demande s'il l'a impressionné et va vérifier le niveau d'affinité. L'écran du système indique que l'affinité est toujours négative, et il est très déçu. Avec un regard espiègle, il se demande s'il doit faire cette chose pour augmenter son affection. Marchant main dans la main, il a l'impression que les gens le regardent d'une manière étrange. Ailleurs, une fille aux cheveux roses nommée Morong présente un cadeau à la reine. La reine l'appelle plus près et dit qu'elle veut voir les progrès de ses compétences. La fille demande alors si la rumeur selon laquelle le sixième prince a un physique prurient est vraie. L'impératrice rit et confirme que c'est vrai, disant qu'elle est la cinquième personne à le demander. La nièce explique qu'elle a besoin de son aide pour avancer et qu'elle veut seulement être une concubine. À ce moment-là, le couple arrive au palais, et le type s'attendait déjà à une situation comme celle-ci. Il se souvient que dans l'œuvre originale, l'impératrice a dépouillé Jiling de son titre d'épouse légitime. En plus de cela, la reine l'a également humilié d'une manière très cruelle devant tout le monde. Mais les choses sont différentes maintenant parce qu'il n'est pas n'importe qui, et il est entré au palais avec elle. Déterminé, il décide qu'il va utiliser cette chance pour augmenter son affection et se sauver. Il remarque le regard de la fille aux cheveux roses et a le sentiment qu'elle veut le dévorer. Devant tout le monde, la reine demande à Jialing si elle se sent mal à l'aise dans le palais. La fille aux cheveux blancs est confuse par la question et ne comprend pas ce que l'impératrice veut dire. La reine l'insulte alors, disant qu'elle n'est pas d'une tribu pure, mais juste une métisse. Avec l'insulte, son niveau de colère augmente, et le type devient désespéré face à la situation tendue. Il la défend, disant que sa femme va bien et que l'impératrice n'a pas à s'inquiéter pour elle. La fille est surprise par son attitude, et son affinité augmente de 5 points positifs. L'impératrice est furieuse de l'audace du fils d'une concubine royale déshonorée. Sans plus tarder, la reine dit qu'elle veut qu'ils se séparent parce que Morong est plus approprié. Zileng refuse sur le champ et menace de mettre fin au type s'il accepte le divorce. La reine ignore la menace et ordonne au prince de divorcer immédiatement de sa femme. La fille aux cheveux roses dit qu'elle accepte d'être une concubine et qu'il recevra de nombreuses récompenses pour cela. Elle propose ensuite une compétition équitable entre les deux dans divers arts et talents féminins. L'impératrice pense qu'une compétition est un excellent moyen légitime de résoudre le problème. Avec un sourire sur son visage, elle croit que la fille sauvage sera éliminée dès le début. Elle accepte ensuite le concours et avertit que si Ling perd, elle perd sa position de femme. Le type décide qu'il va utiliser son système presque invincible pour aider sa femme à gagner. Il s'approche et lui murmure d'accepter le défi parce qu'il a un moyen de l'aider. La fille le regarde avec suspicion et se demande quelles sont les véritables intentions de son mari. Le temps passe vite, le jour de la grande compétition arrive enfin. Dans la salle de compétition, les deux filles se préparent pour le défi pendant que le juge observe. La fille aux cheveux blancs demande avec suspicion quel est le plan brillant de son mari. Il répond avec un sourire confiant qu'elle n'a qu'à suivre ses instructions et que tout ira bien. Le juge annonce que le test est la broderie et durera 2 heures avec un thème libre à la fin. Le matériel est donné à tous les deux, et la compétition commence enfin pour de vrai. Avec une grande habileté, la fille aux cheveux roses commence à broder, l'air très confiante. Pendant ce temps, sa femme se contente de fixer le tissu et se demande s'il veut qu'elle perde. Voyant la situation, le type sort une carte du système et dit qu'il est temps d'agir. La carte de broderie de fleurs brille, et sa puissance va vers le travail de la fille. Pendant ce temps, le sable dans le sablier continue de tomber, marquant le passage du temps. Quand le temps est écoulé, le juge demande à tous les deux de présenter leur broderie. D'abord, elle montre la broderie de lotus de la fille aux cheveux roses et loue le travail. Ensuite, la dame se tourne pour enfin évaluer le travail de l'autre concurrent. La reine pense que sa nièce a déjà gagné parce que l'autre n'est qu'une fille sauvage. Mais en déroulant le parchemin, le juge est complètement choqué par ce qu'elle voit. Elle est impressionnée par le magnifique paysage tandis que le type célèbre le succès du plan. Cependant, elle remarque quelques petites créatures dans la forêt qu'elle n'a jamais vues de sa vie.
Avec une attitude de tout savoir, le type explique que cela s'appelle de l'art abstrait. Convaincue, la dame admet son ignorance et déclare la 6e princesse comme la gagnante. Avec le résultat inattendu, la reine est furieuse et n'arrive pas à croire ce qu'elle vient d'entendre. La fille aux cheveux roses jure de la vaincre la prochaine fois tandis que l'autre se demande comment elle a gagné. La reine annonce le 2e tour de la compétition et dit que la chance de la fille vient de s'épuiser. Avec un voile sur le visage, la fille aux cheveux blancs se prépare pour la compétition de danse. Elle commence à danser avec une grande grâce, et le type réalise qu'elle pourrait gagner seule. Avec des yeux pétillants, il tient une carte de danse, tout excité par la performance. En comparaison, la danse de l'autre fille ressemble plus à une danse folklorique et est moins impressionnante. Avec un sourire confiant, le protagoniste est déjà sûr de qui remportera la victoire. Après les performances, le résultat sera décidé par un vote de toutes les personnes présentes. Le type est choqué et n'arrive pas à croire ce qu'il voit lorsque les votes sont révélés. Tous les juges montrent leur parchemin avec le nom de Moron Hua écrit dessus. La fille aux cheveux blancs est également surprise et confuse par le résultat du vote. La reine se vante d'avoir choisi tous les juges et d'avoir assuré la victoire de sa nièce. Agacé, le type promet qu'il va montrer à la vieille femme ce que c'est que de vraiment gagner. Il tend une bague mystérieuse à sa femme et dit qu'elle en aura besoin au prochain tour. Elle met la bague et est surprise de ne même pas pouvoir identifier le niveau de l'objet. Pour le 3e et dernier tour, les deux se préparent pour une compétition d'arts martiaux. La fille aux cheveux roses charge sans réfléchir, se dirigeant vers son adversaire. Les deux épées s'entrechoquent avec force, et la bataille commence enfin pour de vrai. La fille aux cheveux blancs parvient à se défendre contre les attaques malgré qu'elle soit à un niveau inférieur. Avec un regard impressionné, elle sent la force de l'attaque et réalise que le combat sera difficile. La fille aux cheveux roses prépare une puissante attaque tournoyante avec son épée. Fatiguée, la fille reconnaît la force de son adversaire et pense qu'elle ne peut pas perdre ce combat. Avec un cri de guerre, la nièce de la reine utilise une compétence puissante avec son épée. Le bouclier magique de l'anneau protège la fille aux cheveux blancs et réfléchit l'attaque. La fille aux cheveux roses est complètement choquée et ne comprend pas ce qui vient de se passer. Tenant son épée, la femme du type se prépare pour un prochain coup dans le combat. La reine et les autres nobles sont surpris et se demandent si c'est un trésor protecteur. Une énergie rose commence à se rassembler autour de la fille qui est également surprise. Elle lance ensuite une puissante attaque d'énergie vers son adversaire. L'attaque frappe la fille de plein fouet et la projette en arrière avec une grande force. La fille aux cheveux blancs sent que l'énergie désagréable est sur le point de la consumer. Déterminée à gagner, elle utilise toute sa force pour contrôler l'énergie rose et mettre fin au combat. La nièce de la reine est terrifiée par l'aura effrayante qui émane de son adversaire. Soudain, le protagoniste apparaît et l'attrape avant que l'énergie ne devienne incontrôlable. Il la frappe d'un coup rapide et la laisse inconsciente dans ses bras. Avec sa main sur la nuque, la fille le regarde, agacée d'avoir été assommée par lui. Avec un sourire victorieux, il dit que c'est la solution parfaite pour la situation. Tout le monde est choqué par la force du 6e prince et se demande si la reine les a trompés. À la fin, il déclare qu'elle a gagné et la porte dans ses bras en la protégeant. Fatiguée et vaincue, la reine dit à tout le monde de partir et met fin à la compétition. La reine est surprise par la force du prince qui avait toujours été si discret dans le palais. Vaincue, la nièce de la reine décide qu'elle doit trouver un autre moyen d'obtenir ce qu'elle veut. De retour dans la pièce, la fille demande ce qui s'est passé pendant le combat et d'où vient l'anneau. Il invente une excuse et dit que la seule chose qu'il veut, c'est l'avoir à ses côtés pour toujours. Avec un sourire séducteur, il la serre dans ses bras et lui demande pourquoi elle doute autant de lui. Embarrassée, elle lui dit d'arrêter d'être aussi suffisant et s'éloigne un peu. Son niveau d'affinité augmente un peu plus, et le type célèbre les progrès. Un écran du système montre que son niveau de cultivation a également augmenté au premier royaume. Il se rend compte qu'augmenter son affinité améliore également sa cultivation et décide de se concentrer sur ça. La fille dit qu'elle va prendre un bain, et le type est d'accord avec un simple d'accord. Seul, il interroge le système sur la véritable origine de cet anneau mystérieux. Le petit oiseau explique que l'anneau est un trésor spirituel qui appartenait à un ancien démon. Pendant qu'elle prend un bain, la fille sent une présence étrange dans son esprit à cause de l'anneau. Dans sa mer de conscience, elle se retrouve face à face avec un renard géant et ressent une aura familière. Elle demande ce qu'un aîné du clan YEU fait dans sa mer de conscience. Le renard explique qu'il est piégé dans l'anneau et veut conclure un marché avec la jeune femme. Une demi-heure plus tard, la fille sort du bain, et le type l'attend dans la pièce. Il commence à poser des questions sur l'anneau, mais elle l'interrompt avant qu'il ne puisse continuer. Elle explique qu'elle est accidentellement devenue la propriétaire de l'anneau et demande si cela le dérange. Effrayé, il dit que cela ne le dérange pas et décide de se concentrer sur le fait de rester en vie pour le moment. Avec un sourire séducteur, elle l'invite à la rejoindre dans un rêve partagé. Embarrassé mais ne refusant pas, le type accepte l'invitation de sa femme au rêve. Elle pense à l'accord qu'elle a conclu avec le renard démon pour obtenir sa technique de cultivation. Avec un regard provocateur, elle l'avertit de s'accrocher et de ne pas céder facilement. Il la défie et dit qu'il va lui montrer toute sa force cette nuit-là. La scène se déplace vers le ciel nocturne, et le temps passe rapidement au jour suivant.
Épuisé, il pense qu'il a été presque drainé jusqu'à la dernière goutte d'énergie. Il sent une présence étrange et utilise une carte de causalité pour enquêter sur la situation. Une fumée noire se répand, et il se rend compte que la reine est encore en train de comploter quelque chose. Il reconnaît la personne comme Yun Yao, un serviteur de la reine avec des capacités mystiques. Une femme mystérieuse apparaît dans la pièce avec une sphère d'énergie bleue dans sa main. Une mission secrète apparaît pour élever l'affinité de Yun Yao à 50. Il se plaint de la mission difficile, mais les récompenses sont trop bonnes pour être ignorées. Déterminé, il décide qu'il va relever le défi et tenter sa chance avec la nouvelle mission. Il ouvre la porte de la pièce où la femme se cache pour la surprendre. La lumière inonde la pièce, et la porte s'ouvre, révélant la servante de la reine à l'intérieur. La femme est surprise par l'entrée soudaine et crie, demandant qui est là. Avec un air séducteur, il demande ce qu'elle fait dans sa chambre si tôt. La femme est agacée et le regarde avec mépris, indiquant clairement qu'elle n'est pas facile à vivre. Il se souvient de quelques livres qu'il a lus sur la façon de conquérir les femmes et se sent plus confiant. Il demande ce qu'une servante de la reine fait dans sa résidence si tôt. Avec sa main sur son épaule, il invente une histoire selon laquelle il a été forcé d'épouser Jiling. Il complimente ensuite la femme, disant qu'elle semble beaucoup plus raisonnable que sa femme. La servante le repousse, mais il continue avec les compliments et suggère qu'elle devienne sa femme. Il promet de rétrograder l'autre et de faire d'elle la princesse, et la femme est choquée par la proposition. Avec le beau parleur du type, son affinité monte à 80, et elle est toute excitée. La mission est un succès, et le système donne au protagoniste de grandes récompenses. Mais soudain, sa femme apparaît à la porte et les surprend tous les deux ensemble dans la pièce. La servante ricane et dit à la fille aux cheveux blancs de demander au prince ce qui se passe. Il change de camp immédiatement et accuse la femme d'avoir des pensées malveillantes à leur sujet. La servante est furieuse quand elle réalise qu'elle a été complètement trompée par le type. Remplie de haine, elle se prépare à attaquer le couple avec tout son pouvoir mystique. Le type se cache derrière sa femme et demande une protection car son pouvoir se recharge. La fille tire son épée, et il se sent en sécurité parce qu'il sait qu'elle est beaucoup plus forte. Le combat commence, et sa femme se défend facilement contre l'attaque de la servante. La femme hurle de douleur alors qu'elle est frappée de plein fouet par la puissante contre-attaque. La gagnante menace d'utiliser l'énergie de la servante pour augmenter sa propre cultivation. Le type l'arrête et dit qu'attaquer l'un des serviteurs de la reine causera beaucoup de problèmes. La femme gît vaincue sur le sol pendant que le couple la regarde, ne faisant rien, mais elle se lève avec une arme et dit qu'elle va leur montrer ses vraies capacités. Le type est choqué de voir la servante invoquer un esprit maléfique pour se battre. Le fantôme invoqué a des oreilles de renard et des yeux rouges brillants de malice. Sa femme est surprise car l'esprit a un niveau de cultivation très élevé. La servante ordonne au fantôme d'achever la fille aux cheveux blancs sans pitié. Désespéré, le type crie à sa femme de se méfier de la puissante attaque. La jeune fille est prise par surprise et se sent impuissante à contrer le coup. La servante se vante de sa victoire et dit qu'elle transformera son adversaire en servante. Voyant la situation, le type décide d'utiliser une carte pour augmenter la force de sa femme. La carte de cultivation brille et augmente temporairement la force de la fille aux cheveux blancs. Une lumière rose l'entoure, et tout le monde est surpris par l'augmentation soudaine de puissance. Elle sent l'énergie spirituelle se concentrer en elle et entrer dans le royaume du noyau doré. L'esprit attaque, mais la jeune fille est maintenant beaucoup plus forte et prête à riposter. Avec un sourire confiant, elle se prépare à montrer sa nouvelle puissance au combat. Elle bat les deux adversaires, et maintenant ils ne sont plus de taille pour elle. La gagnante attrape la servante par les cheveux et la soulève du sol avec facilité. Une bague au doigt de la jeune fille aux cheveux blancs brille d'une lumière mystérieuse. Avec un sourire malicieux, elle utilise le pouvoir de la bague pour absorber l'énergie de la servante. Le type est impressionné par la capacité unique du clan fantôme à absorber l'énergie. Elle avertit que si la servante raconte quoi que ce soit à la reine, elle mettra fin à sa vie. Vaincue et impuissante, la femme promet de ne parler à personne de ce qui s'est passé là-bas. Avec un regard froid, elle dit à la servante vaincue de sortir immédiatement de sa chambre. Effrayée, la femme sort de la pièce en courant pour sauver sa vie aussi vite qu'elle le peut. L'esprit renard est toujours là, et le type réfléchit à ce qu'il doit faire d'elle maintenant. Il utilise une carte et se rend compte que sa connexion avec la servante a été coupée à jamais. Le fantôme obtient alors un corps physique avec des cheveux blonds et des oreilles de renard. Surprise, elle regarde son nouveau corps et ressent des souvenirs de l'époque où elle était vivante. Le type explique qu'il a utilisé une technique secrète pour lui donner un corps et la nomme Tongar. Reconnaissante, la renarde jure une loyauté éternelle à son nouveau maître et promet de le servir. Elle est impressionnée par son pouvoir et décide qu'elle le suivra de tout son cœur. Il la présente à sa femme et dit qu'elle peut l'aider avec son entraînement de cultivation. La jeune fille aux cheveux blancs soupçonne qu'il a utilisé un trésor spirituel pour tout cela. Son affinité augmentée, embarrassée, elle le remercie de son aide dans la bataille. Il est heureux de l'augmentation de l'affinité et remercie la reine pour son aide indirecte. Ailleurs, nous voyons le chef de la secte Kinju, le maître Lingin Monian. Il convoque son disciple, Ling Li, pour qu'il soit le mentor des princes au palais. Le disciple accepte la mission, et ainsi, le protagoniste original du roman apparaît enfin.
Depuis le dernier combat, la vie du type est devenue beaucoup plus calme et paisible dans le palais. La seule qui l'ennuie encore est Maranhua, qui n'abandonnera pas pour essayer de le conquérir. Le système affiche de nouvelles missions, et il se rend compte que l'objectif est d'augmenter l'affinité de Jiling. Soudain, un garde arrive en courant et crie que le 6e prince a besoin d'aide. Le garde explique que la princesse a frappé la fille du premier ministre avec des pièces d'or. Choqué, le type a demandé pourquoi sa femme ferait une chose pareille à la jeune fille. L'homme dit qu'il ne connaît pas les détails, mais qu'elle est détenue au jardin Guanjin. Il ordonne que les chevaux soient préparés et pense que la mission secrète a maintenant du sens. Pendant ce temps, dans le jardin, un groupe de personnes se dispute au sujet de la bagarre qui vient de se produire. La fille du premier ministre pleure et demande au 2e prince de lui rendre justice. L'homme suggère qu'elle s'excuse pour résoudre le problème pacifiquement, mais la jeune fille refuse et dit que l'autre a également volé sa perle spirituelle. Une jeune fille défend la princesse et dit qu'elle a juste trouvé la perle dans l'herbe. La jeune femme continue de défendre son amie et dit que l'autre ment surtout. La jeune fille aux cheveux blancs explique que la gifle était pour apprendre à l'autre comment se comporter. Le 2e prince se met en colère contre son audace et l'appelle par son nom. Il l'insulte en disant qu'elle n'est qu'une personne insignifiante et la femme d'un cultivateur faible. Avec un sourire malicieux, la jeune fille aux cheveux blancs invoque un esprit pour le combat. Mais avant que le combat ne puisse commencer, le 6e prince arrive au jardin pour résoudre la situation. Une petite fille court vers lui et le serre dans ses bras, l'appelant cousin et demandant de l'aide. Il se souvient que la jeune fille est sa nièce et une alliée importante de l'antagoniste du roman. Le niveau d'obscurité de sa femme augmente considérablement, et il désespère de la situation. Il décide que la priorité maintenant est de calmer sa femme avant que les choses n'empirent. Avec un regard doux, il appelle sa femme et essaie d'attirer son attention. D'un ton calme, il lui fait signe de s'approcher avec un geste de la main très invitant. Surprise, elle a demandé comment il était arrivé si vite pour aider avec le bazar. Il la serre dans ses bras et dit qu'il ne pouvait pas laisser sa femme être maltraitée par d'autres personnes. Le 2e prince a interrompu le moment romantique du couple. Avec un regard de mépris, il critique le manque de manière de son jeune frère. Le type l'insulte en retour, laissant le prince furieux de la comparaison. Un autre homme apparaît et salue le 6e prince d'une manière très amicale. Le protagoniste reconnaît les deux comme Chu Yang et Chu Zanjin, les méchants du roman. Il se souvient que dans l'œuvre originale, ils l'ont beaucoup maltraité quand il était enfant. L'empereur ne se souciait pas de lui parce qu'il était un inconnu et le laissait se faire intimider. La jeune fille aux cheveux noirs le méprisait également parce qu'il était faible et n'avait aucun avenir au palais. Il se rend compte que sans la famille Bai, il aurait connu une fin tragique. Avec un air de supériorité, il demande qui a osé maltraiter sa chère épouse. La fille du premier ministre le confronte et demande qui il est en train d'insulter. Avec un sourire moqueur, il dit qu'il insulte celui qui a répondu à sa question. La jeune fille se vante du pouvoir de son grand-père et exige qu'il règle la situation. Il l'accuse de parler sans preuve et dit que sa femme ne se soucie pas de la perle. Avec un claquement de doigts, il invoque son serviteur renard et un esprit géant. Le renard se prépare à attaquer sur l'ordre de son maître avec beaucoup d'énergie. La fille du premier ministre est terrifiée et crie le nom du type avec colère. La jeune fille essaie de tenir bon, mais une main sort d'un portail et l'attaque. Elle hurle de douleur en se faisant gifler violemment au visage et tombe au sol. Les yeux révulsés, la jeune fille s'évanouit et son esprit quitte son corps un instant. Le méchant dégaine son épée et charge furieusement vers le 6e prince. Avec sa technique d'épée, il prépare une attaque puissante pour achever le type. Il lance l'attaque de toutes ses forces et crie au prince de se baisser, mais la servante renarde apparaît devant lui et arrête l'épée avec seulement 2 doigts. Avec un regard méprisant, elle regarde l'homme et le terrifie avec son pouvoir. La renarde utilise une technique de séduction pour le dérouter et lui dit d'admettre sa défaite. L'homme se sent étourdi et se demande quel genre de tour elle lui joue. Il essaie de rester ferme, mais la capacité du renard est trop forte pour lui. Le 2e prince remarque le pouvoir du renard et se demande s'il pourrait la vaincre. La servante se prépare à mettre fin au combat avec une sphère d'énergie violette. Le 2e prince interrompt et avertit que la jeune fille évanouie a besoin de soins. Avec un faux sourire, il suggère à son frère de laisser partir l'autre type pour emmener sa sœur. Le protagoniste accepte la proposition et accepte de les laisser partir en paix. Avec un air de supériorité, il suggère à son frère de les accompagner pour assurer leur sécurité. Le prince est agacé par son audace et le regarde avec haine dans les yeux. Il aide son ami à se relever et lui demande s'il va bien après l'attaque. L'homme se rend compte que sa culture a été scellée et est choqué par la découverte. Il entend un bruit étrange et ne comprend pas ce qui se passe. De loin, un homme crie le nom du 6e prince avec colère dans les yeux. Le cri surprend tout le monde, et il regarde dans la direction du bruit, complètement confus. La scène se déplace vers le palais royal, où l'agitation va bientôt reprendre. Le type se promène dans le palais, agacé par la situation qui vient de se produire. La reine lui interdit de quitter sa résidence et lui ordonne de réfléchir à ses actes. Avec un regard méprisant, le type regarde l'ordre de la reine avec grand danger. Il ignore l'ordre et continue de marcher comme si de rien n'était. Soudain, il aperçoit une silhouette familière et se demande ce qui se passe. Il reconnaît l'homme comme le protagoniste du roman et s'interroge sur sa présence.
Le type pense que s'il peut le garder près de lui, il pourrait éviter la fin tragique. Mais le système montre qu'il n'y a aucun élément qui puisse être utilisé sur le protagoniste original. Il s'approche et demande ce que le célèbre Lingli fait dans le palais. L'homme explique qu'il a été convoqué pour être le tuteur du deuxième prince par ordre du roi. Le type l'invite à rester chez lui pendant quelques jours pour se reposer du voyage. Le tuteur décline poliment l'invitation, disant qu'il serait inapproprié de le faire. Le type se souvient que dans le roman, il n'était pas très apprécié, et comprend le refus. L'homme explique qu'il a emmené le prince s'entraîner et ne peut pas être en retard. En entendant parler du palais des enfers, le type est choqué par l'information. Il se souvient d'un détail important de l'histoire et se demande comment il a pu l'oublier. Le renard démon enseigne une technique spéciale à la jeune fille aux cheveux blancs. Elle regrette d'avoir été trompée par un homme et de s'être retrouvée dans une mauvaise situation. La femme du type se rend compte que la clé de la technique est la double culture avec un partenaire. Avec une étincelle dans les yeux, la renarde se prépare à commencer l'entraînement spécial. La jeune fille aux cheveux blancs hurle en sentant l'énergie du renard pénétrer dans son corps. Le démon se rend compte que l'énergie n'est toujours pas suffisante pour ses plans. Elle promet de montrer à la jeune femme le vrai plaisir de la vie avec la technique. La jeune fille demande au renard de ne pas toucher certains endroits et devient toute gênée. Avec un sourire méchant, le démon dit qu'il va emprunter son corps. Pendant ce temps, le type pense à ce qu'il va manger avec sa femme pour le dîner plus tard. Il retourne dans la pièce tout excité et appelle sa chère femme, mais il voit sa femme courir vers lui avec une étrange aura rose. Avec un regard séduisant, elle l'appelle Marie et dit qu'il est enfin de retour. Le type se rend compte que quelque chose ne va pas et panique face à la situation. La jeune fille l'attrape et commence à absorber toute son énergie yin d'un coup. Il sent son énergie être drainée et est terrifié par son pouvoir. Pendant ce temps, la femme sent une grande quantité d'énergie entrer dans son corps. Le type demande si elle est le renard démon de l'anneau et non sa vraie femme. Avec un sourire provocateur, elle lui dit d'arrêter d'hésiter et de profiter du moment. La jeune fille aux cheveux blancs dégaine son épée et se prépare pour son prochain mouvement. Il regarde sa femme s'entraîner et se rend compte qu'elle doit se débarrasser du démon. Le type fait l'éloge de l'entraînement de la servante renarde, et elle rend le compliment à son maître. Il se souvient du pouvoir de Lingli et comprend les différents royaumes de culture. Le protagoniste original est déjà proche du sommet du stade de l'âme naissante. Le palais des enfers ouvrira dans 5 jours, et il se prépare pour le voyage. L'endroit est en fait la terre scellée de la tribu des démons et est gardé par une secte. L'endroit est habité par des bêtes démoniaques, et un grand trésor y est caché. Il se souvient que dans le roman, Lingli a obtenu un objet spécial dans le palais. Avec un sourire confiant, il appelle sa femme pour faire leur valise et changer l'histoire. Dans le palais, la reine sirote du thé et réfléchit aux événements récents. Elle pense que le couple n'aura pas d'impact durable et qu'elle a perdu un pion. L'impératrice a déjà assigné le tuteur pour aider le deuxième prince dans ses plans. Elle croit que le voyage au palais des enfers assurera le trône à son fils. 5 jours plus tard, l'entrée du palais est enfin ouverte aux visiteurs. 2 anciens se plaignent de la présence de descendants du clan des fantômes dans la région. Le niveau de ténèbres de la jeune fille augmente, et le type est agacé par le ton sinistre de tout le monde. Il défend ses compagnons et avertit les vieillards de ne pas dire du mal d'eux. Les anciens le méprisent pour être le fils d'une concubine et un cultivateur non cultivateur inutile. Avec un ton faux, il s'excuse et met en garde contre les dangers du palais. Il rejette leur inquiétude et dit qu'il a sa femme pour le protéger pendant le voyage. À l'intérieur du palais, il est surpris par le nombre de personnes déjà arrivées. L'endroit est rempli de gardes et de cultivateurs de partout, à la recherche de pouvoir. Il se plaint du prix d'une bouteille d'eau et pense qu'ils exploitent les gens. Avec la faible énergie spirituelle, il décide qu'ils doivent aller plus loin. Il tient la main de sa femme et la guide dans les profondeurs du palais. La jeune fille aux cheveux blancs le suit alors qu'il l'entraîne à la hâte. Il trouve le deuxième prince de son groupe en train de méditer pour absorber l'énergie. Le tuteur du prince dit au revoir et dit qu'il va explorer les profondeurs du palais. Le prince lui donne la permission de partir et lui dit de faire attention aux dangers qui s'y trouvent. Reconnaissant, le tuteur s'incline et part avec sa femme pour l'exploration. Dans les profondeurs du palais, le groupe du gars se prépare pour la prochaine étape. Ennuyé, il se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose à faire et que le monde est très ennuyeux. Il se souvient de son ancienne vie et les jeux auxquels il jouait lui manquent. Il décide de se promener à proximité pendant que sa femme s'entraîne en paix. Une nouvelle mission pour affronter les frères et sœurs de Velena apparaît, et il y voit une bonne opportunité. Les frères et sœurs traversent les grottes, et la fille demande s'ils doivent aller plus loin. Avec un sourire confiant, le frère dit qu'il est naturel pour eux de continuer le voyage. La fille se demande pourquoi ils ne sont pas avec le deuxième prince pour plus de sécurité. Il explique que le prince est trop lâche et ne s'aventurera pas dans les profondeurs. Les deux décident de continuer et escaladent une paroi rocheuse pour atteindre le niveau suivant. Surpris par la présence soudaine, les frères et sœurs crient et demandent qui est là. Le type apparaît avec un sourire et dit qu'il ne s'attendait pas à les croiser si tôt. Le frère le provoque et dit que l'endroit est dangereux pour quelqu'un qui ne peut pas cultiver. Agacé, le type demande qui a répandu la rumeur selon laquelle il ne peut pas cultiver. Il connaît un raccourci sûr, mais il sait que les frères et sœurs empruntent le chemin dangereux. Soudain,
Un rugissement résonne dans la grotte et surprend le groupe de méchants. La fille est terrifiée par le bruit et se demande ce qui se passe. Un monstre démoniaque géant apparaît avec une aura violette terrifiante. Le frère remarque la force du monstre et est choqué par son niveau de puissance. Il essaie de courir, et le protagoniste le nargue de ne pas pouvoir gérer le démon. Les frères et sœurs mettent le type au défi de combattre le monstre puisqu'il pense être si dur. Avec un sourire confiant, il dit que sa culture au stade du noyau doré est suffisante. Il libère une grande quantité d'énergie dorée et se prépare à attaquer. Le feu doré engloutit le monstre, le vainquant d'un seul coup puissant. Avec un air de supériorité, il se tourne vers les frères et sœurs qui sont sous le choc. Le duo de méchants est sans voix et ne peut pas croire ce qu'il vient de voir. Il pense que son objectif principal est de les humilier, pas seulement de collecter la récompense. Le frère est choqué de réaliser que le type ne faisait pas semblant depuis le début. Il admet qu'il est impressionnant que quelqu'un avec son physique puisse cultiver. Le protagoniste avertit qu'il y a plus de monstres à proximité, attirés par l'agitation du combat. Les frères et sœurs sont choqués et ne peuvent pas comprendre comment le type est devenu si fort. Avec un sourire confiant, il siffle et se prépare pour la prochaine étape de son plan. Le frère se souvient que sa sœur était fiancée au type et prévoit de se venger. La fille se souvient qu'il l'aimait bien, mais maintenant qu'il est marié, elle peut l'utiliser. Avec un regard déterminé, elle dit qu'elle va s'en occuper et s'approche de lui. Elle l'appelle le 6e prince et se prépare à utiliser son charme pour le manipuler. La jeune femme le félicite d'avoir caché ses talents et d'avoir une culture aussi remarquable. Le type dit qu'il préfère la version rebelle et indomptable d'elle d'avant. Elle lui rappelle leur fiançailles et lui demande de l'aider à sortir de leur situation difficile. Il la nargue et lui demande qu'il appelait un prince inutile il y a quelques jours. Le type prend les pilules qu'il a gagnées comme récompense et se prépare à les utiliser. Il lui offre un sac de pilules à utiliser comme partenaire d'entraînement. Les femmes se méfient de la méthode d'entraînement qu'il a proposée. Sa femme décide de lui faire confiance une fois de plus et se prépare pour le combat. Le serviteur renard attaque l'un des monstres avec un coup rapide et puissant. Les deux autres se joignent également à la bataille et affrontent courageusement les monstres. La grotte se remplit de lumière et de sons de bataille alors qu'ils se battent sans arrêt. Après une journée entière de combat, sa femme demande s'il reste des pilules. Il l'ignore et lui demande de vaincre le dernier monstre qui est apparu dans la grotte. La fille s'excuse d'avoir mal parlé de lui et lui demande de ne pas lui en vouloir. Il dit qu'il l'a oublié et qu'ils n'ont plus rien à voir l'un avec l'autre. Agacée, la fille le menace et lui dit de ne pas tester sa patience. Plus de monstres apparaissent dans la grotte et se préparent à attaquer le groupe de méchants. Les frères et sœurs sont terrifiés par l'arrivée de plus de monstres craignants pour leur vie. Le type rit et les avertit que la plupart des monstres sont des femelles affamées. Il s'éloigne d'un bond et laisse les frères et sœurs seuls face à la fureur des monstres. Le méchant est terrifié d'apprendre l'appétit particulier de la créature de la grotte. Le type dit au revoir et s'amuse à les regarder en difficulté sans nulle part où courir. Les frères et sœurs hurlent à l'aide alors qu'ils sont attaqués par les monstres affamés. Le système annonce que la mission a été un succès, et une nouvelle tâche de sauvetage apparaît. Il se demande pourquoi la fille aux cheveux roses est si déterminée à risquer sa vie. Il se demande si toutes les femmes de cette époque sont si obsédées par la compétition. Avec la nouvelle carte de cultivation, il rêve d'avoir enfin le physique qu'il a toujours voulu. Ses compagnons ont terminé leur entraînement et sont prêts pour la prochaine étape. Dans une autre partie de la grotte, la fille aux cheveux roses combat plusieurs monstres. Avec son épée d'énergie bleue, elle affronte les créatures avec une grande bravoure. La femme du type reconnaît la fille et se demande ce qu'elle fait là. Avec un coup puissant, elle vainc plusieurs monstres à la fois avec son épée. Caché, le type regarde le combat et reconnaît la fille de la compétition précédente. Fatiguée, la fille se demande pourquoi tant de monstres sont rassemblés à cet endroit. Les ombres des monstres vaincus se lèvent et se préparent à attaquer à nouveau. Les créatures chargent furieusement vers la fille, qui est choquée par la scène. Elle se demande si les bêtes démoniaques peuvent être ressuscitées et devient terrifiée. La femme du type se rend compte qu'un sceptre démoniaque est la source de tout le problème. Elle prévient que s'ils ne détruisent pas l'objet, ils seront avalés par les monstres. La fille aux cheveux roses est frappée par un monstre et projetée au loin. Voyant la situation, le type réalise qu'il doit agir vite pour la sauver. Il la sauve en plein vol et la tient dans ses bras pour la protéger du danger. Surprise, elle l'appelle le 6e prince et le remercie pour son aide dans la bataille. Sa femme apparaît et demande ce qu'il fait là avec l'autre fille. Avec un regard froid, elle fixe son mari et attend une bonne explication. Le démon renard loue ses progrès et suggère qu'elle prenne un artefact. La fille aux cheveux blancs pense au 2e étage et à ce qu'elle pourrait y trouver. Le type appelle sa femme et essaie d'expliquer la situation du mieux qu'il peut. Elle dit que l'énergie de l'endroit est insuffisante et qu'ils doivent aller plus loin. Il saisit l'occasion et dit qu'il se demandait juste comment expliquer le sauvetage. Avec un sourire, il dit qu'il connaît un raccourci vers le 2e étage du palais. Le groupe suit le type au niveau suivant, et les deux femmes le suivent de près. Sa femme se demande comment il connaît si bien la disposition de cet endroit. Un jour plus tard, sa femme demande à la servante s'il reste des pilules, et la fille renard répond par un nom bruyant. Allongée sur un rocher, le type dit à sa femme qu'elle peut s'en sortir sans elle, et la fille aux cheveux blancs est agacée par son commentaire. Pour aider sa femme, il détruit le sceptre démoniaque avec un coup d'épée,
et l'objet se brise en deux morceaux à cause de l'impact. Une grande lumière bleue sort de l'objet brisé et entoure tout le groupe, et ils ressentent une énorme quantité de puissance provenant de l'énergie. Avec l'énergie, la fille aux cheveux roses passe du 5e au 3e niveau de cultivation, et elle a l'air très surprise par ce qui vient de se passer. La servante renarde augmente également sa puissance, passant au 4e niveau du noyau doré, et elle est très heureuse, prenant une pause de célébration. Sa femme reçoit également la puissance et passe au 1er niveau du noyau doré, et son énergie est maintenant beaucoup plus forte qu'avant. Surprise par le résultat, elle se demande si elle a vraiment augmenté de 3 niveaux d'un coup, et la jeune femme n'en revient pas de sa nouvelle force. Avec un sourire, le protagoniste dit qu'il semble qu'ils ont fait beaucoup de progrès, et il est très content du résultat de son plan infaillible. Embarrassée, la fille aux cheveux roses demande si elle peut continuer avec eux, et elle semble apprécier la compagnie du 6e prince. Le type montre sa femme du doigt et dit qu'elle devrait demander au vrai patron, pensant que sa femme la renverra. La femme aux cheveux blancs dit que ça ne la dérange pas, et le type est choqué par sa réponse, car il ne s'attendait pas à ce qu'elle accepte si facilement. Elle dit qu'une aide supplémentaire n'entravera pas leur voyage et ignore son opinion, et avec un regard froid, la jeune femme se retourne et continue son chemin. Le protagoniste pense qu'ils doivent être fatigués de combattre des monstres, alors il décide d'utiliser un objet du système pour les aider. Avec l'objet, il crée une maison et dit qu'ils se reposeront là pendant une nuit, et le type annonce qu'ils se dirigeront vers le 2e étage le lendemain. Sa femme est choquée par la maison et demande où il a trouvé ce trésor, soupçonnant qu'il lui cache beaucoup de choses. Il invente une excuse, disant que c'était un cadeau que son père lui avait fait, et le protagoniste essaie de faire bonne figure pour éviter de susciter davantage de soupçons. La fille aux cheveux roses s'accroche à lui et demande au prince de l'accepter, et timidement, elle insiste pour devenir sa concubine. Il appelle à l'aide, disant que la fille le harcèle, et le système annonce que la mission est réussie et lui donne une carte de récompense. À l'intérieur de la pièce, le protagoniste utilise la carte et est entouré de flammes dorées, et le système l'informe qu'il peut maintenant cultiver comme les autres. Avec un sourire, il célèbre qu'il ait enfin réussi à terminer la mission et qu'il soit maintenant beaucoup plus puissant qu'avant. Il célèbre également que ses capacités ont progressé et que la sensation de contrôler son propre corps est incroyable et très puissante. Avec une aura bleue, il réalise qu'il peut maintenant cacher sa cultivation et que personne ne pourra lui résister à cause de cela. Mais soudain, la porte de la chambre s'ouvre lentement, et quelqu'un entre dans la pièce sans faire de bruit pour attirer l'attention. C'était sa femme, et il demande pourquoi elle ne se repose pas car il est déjà tard dans la nuit et qu'elle devrait être au lit en train de dormir. La fille dit qu'elle est devenue beaucoup plus forte et pense qu'elle peut devenir encore plus puissante avec l'aide de son cher mari. Avec un regard séduisant et un visage rougissant, elle leur dit qu'ils devraient commencer, et le type est un peu confus par la situation. Sans réfléchir, elle le pousse sur le lit, et le type crie qu'elle attende un peu car il n'était pas prêt pour ça. Les deux se regardent avec des expressions surprises, et la fille aux cheveux blancs semble déterminée à mener à bien son plan. La servante renarde et la fille aux cheveux roses apparaissent à la porte et demandent si elles peuvent les rejoindre au lit aussi. Choqués, ils se demandent ce qu'elles font et si elles ont absorbé trop de pilules d'énergie, mais ensuite ils pensent que peut-être ce n'est pas si mal après tout. Les trois filles le fixent avec des regards taquins, et le type ne sait pas quoi faire avec toute l'attention qu'elles lui portent. Transpirant à grosses gouttes mais avec un sourire sur son visage, il réalise qu'elles sont toutes venues dans sa chambre et que la nuit va être très longue. La fille aux cheveux roses dit que ce n'est pas grave et que c'est leur souhait d'être là avec le 6e prince ce soir. Complètement entourés, ils demandent pourquoi elles sont si pressées, et le type semble un peu désespéré par la situation. Le lendemain matin, il est complètement épuisé au lit alors que les filles semblent bien, et il se demande pourquoi il est si fatigué. Sa femme dit qu'il est temps d'aller au 2e étage parce qu'elle a besoin d'obtenir une arme magique qui y est cachée. Le type est surpris et demande pourquoi il ne connaissait pas cette arme, pensant que ce doit être un trésor comme sa bague. Avec un sourire, il se lève et dit qu'il leur montrera le chemin vers le 2e étage, et sa femme semble satisfaite de sa réponse. Le groupe arrive ensuite devant un portail bleu vif, et le type dit que l'entrée du 2e étage est juste là. En entrant dans le portail, le type est surpris par ce qu'il voit et se demande quel genre d'endroit c'est. Ils arrivent à une falaise géante, et le groupe observe le paysage du 2e étage, qui est recouvert d'un brouillard mystérieux. Le groupe commence ensuite à marcher le long d'un chemin étroit, et le brouillard autour d'eux devient plus épais et plus étrange. Sa femme demande ce qui ne va pas avec le brouillard, et il lui dit de ne pas s'inquiéter car l'arme magique est plus importante. Soudain, une fille lapin apparaît, et le protagoniste s'énerve, pensant que c'est juste une illusion. Un écran système apparaît alors, l'avertissant qu'il est sous l'effet d'une hallucination et qu'il doit faire attention. Avec un saignement de nez, il dit à sa femme de ne pas faire attention à lui et de continuer à marcher pendant qu'il profite de la vue. Les trois filles le regardent, complètement confuses et agacées par son comportement étrange et insouciant. Ils arrivent finalement à une grande plateforme, et au centre, trouvent des personnes qui les attendaient déjà. La femme aux cheveux blancs explique que ce sont ses anciens disciples et qu'elle doit les vaincre pour obtenir l'arme. Les disciples les avertissent de partir, sinon ils seront obligés d'attaquer les intrus sans pitié. Pendant ce temps,
Dans une autre partie de la grotte, le protagoniste original explore également la zone avec son propre groupe. Un homme avec un sourire arrogant salue le protagoniste original, l'appelant frère d'une manière très amicale. Le mentor le salue en retour et dit qu'il était un peu en retard sur son chemin pour y arriver. L'homme explique qu'il a besoin d'atteindre le 3e étage pour recevoir un héritage ancestral qui y est caché. Il dit qu'il est trop dangereux d'y aller seul, alors il a amené ses frères pour s'assurer que tout se passe bien pendant le voyage. Ses compagnons disent qu'ils se soucient seulement de son bien et qu'ils ne sont pas intéressés par l'héritage qu'il recevra. La femme qui accompagne le protagoniste original semble attirée par lui et donne un petit rire avec un regard séduisant. De retour au 1er étage, les frères et sœurs méchants fuient désespérément les monstres qui les poursuivent toujours à travers la grotte. Désespéré et blessé, il crie à sa sœur de s'arrêter et de l'attendre car il ne peut plus suivre son rythme. La fille dit à son frère de tenir bon et de continuer car ils sont presque à destination. Soudain, il tombe sur le 2e prince et ses gardes qui demandent qui est là. Le 2e prince les fixe avec une expression sérieuse et lève la main pour les empêcher de s'approcher davantage. Avec un sourire, la fille le salue et semble très soulagée d'avoir enfin trouvé de l'aide. Mais soudain, elle trébuche et tombe en avant, incapable de garder son équilibre à cause de ses blessures. La jeune femme tombe alors dans les bras du 2e prince, qui la rattrape rapidement avec un regard surpris. Le prince demande ensuite s'ils sont les frères et sœurs Chu Yang et Chu Zhengjun, et il semble confus par la situation. Son frère tombe au sol en hurlant de douleur, et il semble qu'il ait enfin atteint sa limite. Le prince demande ce qui leur est arrivé et pourquoi ils sont si blessés, disant que l'endroit est dangereux. Allongé sur le sol, le jeune homme dit que c'est de leur faute s'ils ont provoqué la colère du 6e prince dans la grotte. Il se souvient du sourire du protagoniste et pense que son brillant avenir est terminé à cause de ce type. Avec colère, il décide de rejeter toute la faute sur le protagoniste pour se venger de l'humiliation. Il ment ensuite et dit au 2e prince qu'il ne faisait que cultiver paisiblement dans la grotte. Le méchant continue son mensonge et accuse le 6e prince de les avoir intentionnellement envoyés après eux. La jeune fille ment également et demande de l'aide, disant que le bas du corps de son frère ne fonctionne plus comme avant. Complètement choqué, le jeune homme réalise que le bas de son corps est inutile, et il tombe dans un désespoir total. Le 2e prince devient furieux et se demande comment le 6e prince a réussi à arriver là. Il leur dit de ne pas s'inquiéter car il va s'occuper de tout et envoyer quelqu'un appeler un médecin pour les frères et sœurs. Avec une aura bleue, il jure vengeance et dit qu'il dénoncera son frère à l'empereur dès qu'ils sortiront. La scène coupe ensuite sur les filles protagonistes qui sont prêtes pour la prochaine étape du voyage. Le combat contre les disciples commence, et la fille aux cheveux roses hurle de douleur après avoir été prise au dépourvu par une attaque. Elle est attachée et suspendue la tête en bas, et la jeune femme devient complètement désespérée face à la situation. Le gars réalise qu'à leur niveau actuel, ils ne font pas le poids face à leurs adversaires qui les piègent facilement dans les airs. Soudain, sa femme commence à flotter avec une aura rose, et elle obtient enfin l'arme magique qu'elle désirait tant. L'arme est un diadème doré qui augmente la vitesse et le niveau de purification de l'utilisateur au combat. L'esprit renard dit qu'elle peut utiliser le pouvoir, mais d'abord, elle a besoin de plus d'énergie yin pour ses plans. Avec un regard méchant, sa femme demande de l'énergie yin, et le gars est surpris par son changement soudain. Il se demande pourquoi elle a une aura étrange et réalise qu'il est la principale source d'énergie yin dont elle a besoin. Après que la jeune femme ait obtenu l'arme, le groupe continue son voyage à travers le 2e étage du palais souterrain. Il marche à travers une grotte sombre, et les filles suivent le protagoniste avec des expressions sérieuses sur leur visage. Soudain, le gars remarque quelque chose qui bouge et avertit tout le monde d'être en alerte face au danger. Du plafond de la grotte, un énorme essaim de chauve-souris démoniaque apparaît, et elle se prépare à attaquer le groupe. Le protagoniste remarque que les démons au 2e étage sont plus forts et voit cela comme une chance de tester son pouvoir. Il dit ensuite aux filles de s'occuper des petites chauves-souris car il affrontera seul la plus grande menace. Avec un sourire confiant sur son visage, il semble excité de finalement tester ses nouvelles compétences de cultivation. Un monstre géant avec des ailes de chauve-souris et des cornes apparaît devant lui avec une aura violette effrayante. Entouré d'éclairs bleus, il dit qu'ils verront qui est le plus fort dans la bataille qui est sur le point de commencer. Le monstre lance une attaque puissante, et le gars réalise que l'énergie de l'ennemi est extrêmement élevée et dangereuse. Déterminé à se battre, il se prépare à contre-attaquer et à montrer toute sa puissance à la créature démoniaque. Il charge ensuite vers l'avant pour attaquer, disant qu'il verra s'il peut tout donner pour gagner cette grande bataille. Il attaque le monstre avec son énergie bleue, et les deux pouvoirs s'affrontent avec une grande force au milieu de la grotte. Avec une expression sérieuse, il se prépare à esquiver l'attaque rapide du monstre venant de derrière lui. Le gars parvient à esquiver le coup de la créature démoniaque avec une agilité impressionnante et s'échappe indemne. Il saute haut dans les airs pour éviter l'attaque venant du sol et s'éloigne du danger pendant un moment dans la bataille. Réalisant le danger, il décide qu'il est temps d'utiliser une compétence plus pratique pour le combat. Avec un sourire, il se souvient des techniques qu'il a lues dans un livre et se sent confiant pour affronter l'ennemi. La créature rugit de fureur et charge sur le gars avec une énergie rouge très puissante. Avec un regard provocateur, il fait face au monstre et se prépare pour le prochain mouvement dans le combat à venir.
Sa femme crie désespérément, lui disant de faire attention à la puissante attaque en approche de l'ennemi. Le gars esquive plusieurs explosions d'énergie avec une vitesse incroyable et parvient à échapper aux attaques indemnes. La créature attaque une fois de plus, provoquant une énorme explosion là où se trouvait le protagoniste. Même dans la douleur, il garde un sourire sur son visage et semble apprécier le combat intense. Allongé sur le sol, il se plaint que sa tête lui fait très mal à cause de l'impact du coup qu'il a reçu. Les trois filles le regardent avec des expressions confuses, ne comprenant pas ce qui se passe dans la bataille. Il se lève et dit qu'il a presque maîtrisé la nouvelle technique qu'il a apprise pour le combat contre le monstre. En utilisant la technique, il crée plusieurs images de lui-même pour confondre le monstre et esquiver facilement ses coups. Impressionné, les filles se demandent quand il a réussi à progresser autant en si peu de temps de cultivation. La créature devient furieuse quand elle réalise qu'elle ne peut pas porter un seul coup au protagoniste, qui esquive tout. Le monstre utilise alors une puissante attaque sonique et lance une vague d'énergie rouge dans leur direction. Sa femme crée un bouclier d'énergie pour protéger le groupe et avertit tout le monde de ne pas bouger pendant l'attaque. Le monstre charge vers l'avant avec une vitesse impressionnante et prépare une autre attaque puissante contre le groupe. Sa femme avertit que le bouclier est sur le point de se briser et que quelque chose de très grave est sur le point de se produire dans le combat. Avec une expression sérieuse, le protagoniste dit qu'il ne sert à rien de courir et qu'il est temps de passer à l'action réelle. Avec une aura bleue, il invoque plusieurs épées d'énergie et se prépare à contre-attaquer le monstre. Les épées d'énergie frappent le monstre de plein fouet, et l'impact du coup est extrêmement fort et dévastateur. La force de l'attaque crée une énorme explosion, et un nuage de poussière s'élève sur le site de la bataille. Après que la poussière se soit dissipée, il réalise que le monstre est toujours vivant et se prépare pour son prochain mouvement. Il sort alors une pilule démoniaque au noyau doré et dit qu'elle peut grandement augmenter sa force dans le combat. Sa femme est choquée et se demande s'il cachait son talent depuis le début et qui il est vraiment. La fille aux cheveux roses dit qu'il est incroyable et se demande qui a répandu la rumeur selon laquelle il était inutile. Il explique qu'il reste encore du temps avant la fermeture du palais et que s'ils augmentent leur cultivation, ils peuvent avancer. Le gars tend ensuite la pilule à sa femme, et la fille aux cheveux blancs demande ce qu'est cet objet. Avec un clin d'œil, il dit que c'est un excellent objet pour sa femme, et elle est un peu embarrassée par le geste. Rouge, la fille aux cheveux blancs le remercie pour le cadeau et semble très heureuse de l'attention qu'elle a reçue. Une nouvelle mission apparaît dans le système, et il doit éliminer 3 cultivateurs démoniaques cachés au 2e étage. La récompense est une carte qui augmente l'affinité de sa femme de 10 points, et il est choqué par le prix. Avec un sourire, il dit qu'il ne peut pas manquer cette tâche et se prépare pour la nouvelle mission qu'il vient de recevoir. Sa femme tient la pilule à 2 mains, et une lumière dorée commence à briller avec une grande intensité. L'énergie dorée de la pilule enveloppe tout son corps, et elle commence à méditer pour absorber toute la puissance. Elle ressent une chaleur intense dans son corps, et dans ses souvenirs, elle voit des personnes se battre dans un endroit lointain. Elle se souvient que les fermiers croyaient que Dvar avait tout détruit, ne laissant aucune trace derrière lui. Sans son père, elle aurait été éliminée avec tout son peuple un jour tragique. Avec détermination, elle jure de devenir plus forte pour venger sa famille et tout son clan. Le protagoniste l'appelle, et la fille aux cheveux blancs se réveille de ses souvenirs avec une expression sérieuse. Il se demande si elle s'est souvenue de quelque chose de triste et s'inquiète de sa réaction à ce moment-là. Pour détendre l'atmosphère, il fait semblant de tousser et attire l'attention de la jeune fille pour la prochaine étape. Avec un sourire, il dit qu'ils vont s'entraîner un peu et qu'il doit s'occuper de certaines choses par lui-même. Il a demandé au serviteur renard de veiller sur sa femme pendant son absence, et la jeune fille accepte avec un sourire. Sa femme se demande où il va et semble méfiante quant aux véritables intentions de son mari. Le système indique que la mission consiste à trouver les cultivateurs du clan Ginchon qui se cachent au 2e étage. Il se souvient qu'il existe 5 vrais clans sur le continent et que leur histoire est assez compliquée. Parmi eux, le clan Kyongulin se distingue par sa force depuis les temps anciens et par sa grande influence. La scène montre un monstre violet géant attaquant l'un des clans avec une énergie très puissante et destructrice. Il y a des années, plusieurs clans se sont unis pour protéger la population des attaques de monstres qui menaçaient tout le monde. Il se souvient que dans l'histoire originale, certains cultivateurs du clan Zhengsheng ont suivi une voie maléfique. Étant donné que la récompense pour la mission est très bonne, il décide de s'en occuper d'abord avant de passer à autre chose. D'un bond, il part à la recherche des cultivateurs démoniaques, déterminé à terminer la mission. Sur une falaise lointaine, il aperçoit 2 personnes et un monstre bleu géant qui semble être avec eux. L'une des filles avertit l'autre d'être prudente car le monstre est très fort et pourrait être dangereux. La créature attaque alors avec l'un de ses tentacules, et le coup est extrêmement rapide et difficile à esquiver. La jeune fille aux cheveux bleus est prise par les tentacules du monstre et hurle de douleur alors qu'elle est capturée par la créature. L'autre jeune femme est également attrapée et se rend compte que son énergie est absorbée par le monstre, qui veut plus de puissance. Furieuse, elle maudit la créature démoniaque et tente de se libérer des tentacules qui la tiennent fermement. Les tentacules se resserrent encore plus, et la jeune fille aux cheveux roux lutte pour se libérer de leur emprise. D'un coup d'épée, elle parvient à se libérer et attaque le monstre de boue bleue pour sauver son ami. Elle demande si son ami va bien,
et la jeune fille aux cheveux bleus répond qu'elle vient de perdre un peu de son énergie. Regardant de loin, le protagoniste se rend compte que le temps presse et se prépare à agir. Il pense que les cultivateurs maléfiques attendent le bon moment et décide de découvrir la vérité. Soudain, 3 silhouettes encapuchonnées apparaissent, et les filles crient, effrayées par la présence mystérieuse. Terrifiées, elles demandent qui sont ces hommes apparus de nulle part et ce qu'ils veulent ici. Le chef du groupe leur dit de moins parler et croise les bras avec un regard de supériorité sur son visage. Les méchants lancent une attaque d'énergie verte, et les filles sont déjà empoisonnées sans pouvoir s'échapper. L'énergie se rapproche, et la jeune fille aux cheveux bleus crie à son ami qui lui dit de ne pas avoir peur de l'attaque. Mais soudain, le protagoniste apparaît devant elle et bloque l'attaque avec une vitesse incroyable. La jeune fille aux cheveux roux est choquée par son apparition soudaine et ne comprend pas comment il est arrivé là. Avec un sourire, il dit qu'il est arrivé juste à temps et qu'il n'aurait pas dû mettre les jeunes femmes en danger. Les méchants demandent qui il est, et l'un d'eux avertit de ne pas le sous-estimer car il a défendu un double coup. Il explique aux filles que les cultivateurs voulaient profiter d'elles pour voler leur énergie spirituelle. Avec un clin d'œil, il dit que maintenant leur plan a échoué et qu'il a entendu dire qu'ils ne sont pas intéressés par les hommes. Il les imagine alors ensemble et pense que c'est une excellente occasion pour lui d'obtenir ce qu'il veut avec elles. Avec les yeux pétillants, il est très excité par la grande chance qu'il vient d'avoir de s'amuser. Mais il se souvient qu'il doit d'abord se concentrer sur la mission que le système lui a confiée et affronte les méchants. L'un des méchants se met en colère et crie, demandant comment il ose interférer avec leur plan maléfique. Les 3 méchants attaquent alors en même temps, lançant une puissante énergie violette vers le type. Avec un sourire confiant, il se prépare à contre-attaquer et joint ses mains pour utiliser une technique. Il déchaîne alors une puissante vague d'énergie bleue qui projette les 3 méchants au loin avec une grande force. Le type dit qu'il a eu des rivaux plus forts et prépare une nouvelle attaque avec de l'énergie dorée dans sa main. L'attaque d'énergie dorée frappe les méchants de plein fouet, et ils hurlent de douleur alors qu'ils sont pris par le coup. Blessé, l'un des méchants sort une potion et dit qu'il va lui montrer la vraie souffrance au combat. Les 3 boivent alors la potion et avec un rire maléfique, disent que ce sera le dernier jour du protagoniste. Avec la potion, ils deviennent beaucoup plus forts et flottent dans les airs avec une aura violette encore plus puissante. Le type se rend compte qu'ils utilisent une arme magique pour absorber de l'énergie et se battre plus longtemps. Les filles l'avertissent d'être prudent, car les méchants viennent de dépasser plusieurs royaumes à la fois. Avec un sourire confiant, il dit que de toute façon, ils ne peuvent pas lui faire peur avec ce pouvoir. L'un des méchants lui dit d'arrêter de parler, et les 3 se lancent à l'attaque pour une puissante attaque combinée. Engloutis dans des flammes dorées, il demande ce qu'il y a de mal à parler et se prépare à contre-attaquer. Il lance alors une énorme tornade de feu vers les méchants avec une force impressionnante et rapide. L'attaque de feu provoque une énorme explosion sur le site et soulève de nombreuses roches avec la force de son impact. Vaincus, les méchants se demandent d'où vient cette pression et sont choqués par le pouvoir du type. Il révèle qu'il est au stade de l'âme naissante, et les 2 filles sont choquées par la découverte. Avec un sourire, il demande si les méchants comprennent maintenant la différence de pouvoir entre eux. Le type dit alors qu'il va les remettre sur le droit chemin et passe à l'attaque avec tout ce qu'il a. L'un des méchants se rend compte qu'il n'a aucune chance de gagner et crie qu'ils doivent se retirer. Pour s'échapper, les méchants lancent alors une bombe fumigène, le type est surpris par leur tactique. Agacé, il essaie d'en attraper un, mais le méchant s'échappe à travers la fumée, et le type lui crie d'arrêter. Pendant ce temps, les filles trouvent un arbre géant qui brille d'une mystérieuse lumière bleue. La jeune fille aux cheveux roses demande si elles ne vont pas l'attendre, mais sa femme répond qu'elles ne savent pas quand il reviendra. Avec un regard déterminé, elle suggère qu'elles explorent la zone car il doit y avoir beaucoup de choses utiles là-bas. Le serviteur renard s'approche alors et touche l'arbre pour sentir l'énergie qui en émane. Soudain, un noyau brillant apparaît à l'intérieur de l'arbre, et elle se rend compte que quelque chose y est caché. Choquée, sa femme se demande si c'est vraiment un cœur d'arbre et est surprise. Elle explique que c'est rare et que si elles peuvent obtenir le noyau, leur cultivation augmentera considérablement. Sans hésiter, elle attaque l'arbre avec son épée pour essayer d'obtenir le cœur de bois. Mais le coup est repoussé par une barrière, et le serviteur renard est choqué par ce qui s'est passé. Confuse, sa femme ne comprend pas ce qui s'est passé, et l'arbre commence à briller plus fort. Une forte vague d'énergie la projette au loin, et la femme aux cheveux blancs crie sous l'impact. La jeune fille aux cheveux roses est impressionnée par la puissante énergie qui émane du grand arbre. Soudain, un visage aux yeux rouges apparaît sur le tronc, et l'arbre semble être vivant et furieux. D'une voix effrayante, l'arbre demande qui a osé le toucher et regarde les filles avec colère. Embarrassée, sa femme s'excuse et dit qu'elle ne savait pas que l'arbre se reposait. L'arbre dit que puisqu'elles l'ont réveillé, elles resteront avec lui, et avec un sourire effrayant, il se prépare à attaquer. Les racines de l'arbre sortent alors du sol, et les filles sautent en arrière pour éviter l'attaque totale. Choquées, les 2 se demandent si elles vont mourir là, et la jeune fille aux cheveux roses désespère de la situation. Sa femme lève alors les yeux et voit plus de racines venir vers elle pour l'attaquer sans pitié. Avec son épée, elle essaie de se défendre et crie aux racines de ne pas s'approcher d'elle dans la bataille. Une des racines s'élance alors à une vitesse incroyable et s'apprête à capturer l'une des filles. La fille aux cheveux roses est prise par les vignes de l'arbre,
et elle hurle de douleur alors qu'elle est capturée par l'ennemi. Au sol, piégée par les vignes, elle hurle désespérément et semble être dans une situation très difficile. Le serviteur renard reconnaît l'arbre et dit que la substance gluante qu'il libère la dévorera lentement avec le temps. Elle avertit également que si l'arbre a plus de 1000 ans, personne ne pourra le vaincre au combat. La servante demande ensuite à essayer, concentre son énergie pour sauver la fille, et dit qu'il doit fuir après. Mais soudain, elle est prise au dépourvu, et une des racines de l'arbre la frappe en plein poitrine. Sa femme hurle désespérément le nom de la servante renarde et est choquée par la scène à laquelle elle vient d'assister. L'arbre dit qu'il sait qu'il voulait son noyau, mais maintenant ils devront le combattre pour survivre. Sa femme est également prise par les vignes et est soulevée en l'air à l'envers, incapable de réagir. Piégée par les vignes, elle sent son énergie s'épuiser et se demande ce qui arrive à son corps. L'arbre dit qu'il sait qu'elle a peur, mais il n'y a pas d'échappatoire, et elle doit tenir bon. Submergée dans l'eau, elle mentionne le poison de l'arbre et semble perdre conscience lentement. Désespérée, elle se débat et supplie l'arbre de la lâcher car elle ne supporte plus la pression des vignes. Une des vignes ouvre alors une bouche et s'apprête à absorber toute l'énergie de la fille aux cheveux blancs. Elle hurle de douleur et se demande ce que c'est alors que la vigne serre son corps avec une grande force. La vigne s'enroule autour de sa jambe, et la fille aux cheveux blancs sent une étrange énergie en provenir. Perdant conscience, elle se souvient d'un moment de son passé avec son père dans un endroit lointain. Dans le souvenir, son père l'avertit que si elle ne contrôle pas son pouvoir, son chemin sera très difficile. Désespérée et en pleurs, elle appelle son père alors qu'une énergie sombre l'enveloppe complètement. Une larme coule sur sa joue, et la fille aux cheveux blancs semble souffrir énormément du souvenir. Soudain, des yeux s'ouvrent avec une lueur rose, et la vigne devant elle commence à se fissurer. Avec une explosion d'énergie rouge, elle se libère des vignes et montre toute sa nouvelle puissance. Avec des yeux rouges et une aura effrayante, elle regarde l'arbre avec un regard de pure malice. Tenant un morceau de la vigne brisée, elle a l'air prête à se venger de la créature. Sans une seconde pensée, elle fonce droit sur le visage de l'arbre pour frapper avec force. Avec un mouvement rapide et puissant, elle s'apprête à porter un coup direct à son grand ennemi. Avec un sourire méchant, elle frappe l'arbre et le traite d'insecte avec un grand mépris. Le coup atterrit carrément et provoque un énorme impact sur le tronc de la créature qui l'attaquait. L'arbre hurle alors de douleur et met sa main sur son visage là où il a été frappé par son puissant coup. Avec une attitude supérieure, la jeune femme se prépare à continuer le combat et à achever l'arbre. Elle sent l'énergie spirituelle et l'énergie yin se mélanger et circuler dans tout son corps. La jeune femme a l'impression qu'un second souffle s'ouvre à l'intérieur de son corps maintenant. Terrifiée, l'arbre la reconnaît comme un démon et la supplie soudain d'arrêter l'attaque. Agacée, elle demande si l'arbre pense qu'elle va s'arrêter juste parce qu'il a admis son erreur dans le combat. L'arbre explique qu'il a promis de ne pas attaquer les descendants d'un homme puissant du clan des démons. Il dit que derrière lui se trouve une source d'énergie qui peut guérir les blessures et nettoyer les canaux du corps. La source d'énergie brille d'une lumière bleue intense et semble être un endroit idéal pour se rétablir. Avec un sourire méchant, la femme aux cheveux blancs pense que si elle l'achève, elle pourra prendre à la fois le noyau et la source. L'arbre avertit que si elle le détruit, les gardes du palais se réveilleront, et elle en souffrira grandement. La femme aux cheveux blancs réalise qu'il ne ment pas et qu'elle ne peut pas maintenir son état actuel. Elle avertit ensuite l'arbre de ne laisser personne la déranger et se dirige vers la source d'énergie. La jeune femme s'assoit alors sur le bord de la source, se préparant à entrer dans l'eau et à soigner ses blessures. Elle boit ensuite de l'eau de source et ressent une sensation étrange mais très agréable dans son corps. Avec un visage rougissant, elle dit que l'eau est très bonne et que sa langue était enveloppée dans quelque chose de lisse. Se sentant très chaude, elle commence à enlever ses vêtements et semble apprécier l'eau de source. Elle pense que si le protagoniste était là, elle aimerait essayer l'eau de source avec lui. La jeune femme enlève ensuite le reste de ses vêtements et se prépare à entrer complètement dans l'eau de source. Elle remarque que l'endroit est plein d'énergie et que l'eau peut guérir les blessures et transformer la pilule. En entrant dans l'eau, elle crie de plaisir et dit que la sensation est très bonne et rafraîchissante pour le corps. Les deux autres filles sont évanouies au bord de la source pendant qu'elles profitent de l'eau seule. Soudain, des singes apparaissent et sautent des branches d'arbres avec une grande agitation. Ils attrapent les vêtements de la fille, et la servante renarde se réveille, surprise par la confusion des singes. Les deux tombent alors dans l'eau, et la femme aux cheveux blancs hurle de surprise face à la chute soudaine. Embarrassées, les deux filles hurlent dans l'eau, et la scène se termine par un moment de pure comédie. Avec un sourire, sa femme fait signe aux deux autres filles, qui sont complètement choquées et embarrassées dans l'eau. La fille se souvient alors du moment où son pouvoir s'est réveillé, et elle a pu se libérer facilement des vignes de l'arbre. Elle explique qu'elle a été soudainement remplie de puissance, et c'est pourquoi elle a pu vaincre l'arbre et trouver la source d'énergie. La fille aux cheveux roses se demande si c'était la même force étrange qu'il avait attrapée la dernière fois. Tout en se relaxant dans l'eau avec les singes, il décide de laisser tomber et de s'en inquiéter plus tard. De nulle part, un des petits singes commence à les asperger d'eau, et les filles sont confuses par ce qui se passe. La créature lance un regard malicieux, profitant clairement de leur situation dans la source. Il éclabousse encore plus d'eau, et les deux hurlent à la blague pendant que le singe se fend la figure à rire. Agacé par le culot de la créature, les deux lui donnent un coup de poing et l'envoient voler au loin.
La scène change et montre le protagoniste revenant avec 2 méchants déjà dans le sac, mentionnant qu'un a réussi à s'échapper. Ensuite, le système annonce que la mission est presque terminée, et il panique d'avoir perdu des points d'affinité. La femme aux cheveux rouges le regarde, impressionnée qu'un jeune homme puisse être si fort. Elle pense même qu'il doit être un élu des cieux pour être si puissant et calme en plus de ça. Rouge, le héros s'emballe, trouvant les 2 d'entre elles un vrai régal pour les yeux. Il tousse un peu pour masquer ça et lui dit que les gars qui les ont attaqués ont été pris en charge. Les 2 le regardent avec surprise, clairement reconnaissant pour son aide. Le jeune homme dit au revoir, disant qu'il doit prendre la route pour continuer son voyage dans le palais. Seul, il pense que tout cela était une perte d'effort et qu'il doit retourner auprès de sa femme et des autres bientôt. La fille aux cheveux rouges le remercie et demande nonchalamment s'il aimerait de la compagnie pour le voyage. Il se rapproche et explique que dans leur secte, les gens cultivent habituellement ensemble avec d'autres femmes. Le jeune homme retire leurs mains et refuse immédiatement l'offre, disant qu'il n'a pas besoin de ce genre de choses. Il va droit au but en expliquant qu'il est déjà marié et qu'il n'a pas l'intention de se mettre avec quelqu'un d'autre. Sans mâcher ses mots, il leur dit qu'elles sont faibles et qu'elles devraient retourner au premier étage pour s'entraîner davantage. Le protagoniste retrouve son groupe et explique qu'ils continueront à cultiver ensemble. 4 jours passent, et il se prépare à ouvrir un portail avec son énergie bleue et à avancer. Pendant ce temps, il méditait et s'entraînait dur, entouré d'une aura de feu sinistre. Avec un regard déterminé, il ouvre les yeux, révélant son nouveau pouvoir de cultivation absurde. Quand il a fini, il retrouve sa femme et l'autre fille, qui semblent aussi beaucoup plus fortes. Souriant, il commente que la cultivation de chacun s'est améliorée et qu'il se dirige maintenant vers le 3e étage. Pendant ce temps, de retour au 2e étage, une créature mystérieuse laisse échapper un rire diabolique. Le dernier méchant qui s'est échappé commente que c'est une bonne chose qu'il n'ait rencontré aucune bête dangereuse dans les environs. Mais sorti de nulle part, un monstre l'attrape, et le type se plaint d'avoir une telle malchance. La créature utilise un appareil bizarre pour aspirer l'énergie de l'homme chauve avec une aura violette étrange. Englouti par l'énergie, l'homme crie de douleur mais jure qu'il ne laissera pas passer ça. Il se transforme et promet qu'il fera amèrement regretter au protagoniste de s'être mêlé de ses affaires. Avec un cri furieux, le méchant transformé hurle qu'ils vont maintenant voir qui est vraiment le plus fort. Un écran apparaît montrant le niveau de puissance du groupe, et on peut voir que le protagoniste est une bête. L'écran montre également que les filles ont reçu un bon coup de pouce dans leur cultivation pendant qu'elles étaient à l'intérieur. Le groupe arrive à un portail, et il leur dit que le chemin vers le 3e niveau passe par là. Suspicieuse, sa femme croise les bras et demande comment il sait tout ça. Il invente une excuse, disant que son père lui a parlé de l'endroit, mais elle sait tout de suite que c'est un mensonge. Le protagoniste fait alors un pas en avant, couvert d'une aura bleue, prêt à entrer dans le portail. Ils entrent dans un marché, et il commente que, comme dans le livre, il y a 3 démons cachés dans les environs. Sur le marché, un vendeur offre de la viande de lapin rôti au groupe lors de leur passage. L'homme s'approche du protagoniste et insiste pour qu'il goûte la nourriture de son étal. Le vendeur lui dit de ne pas être timide et d'essayer même s'il ne va pas l'acheter. Il continue d'insister, mais le protagoniste refuse, disant que sa femme ne peut pas en manger parce qu'elle est enceinte. Souriant, il prend la brochette et la mange, disant à sa femme de ne pas s'inquiéter. Il va l'essayer pour elle. La servante renarde se met à pleurer devant la scène, et la fille aux cheveux roses ne comprend pas pourquoi. En pleurant, la renarde se plaint que les lapins sont trop mignons pour être transformés en nourriture. La fille aux cheveux roses mange et commente que la nourriture est délicieuse et que quelqu'un là-bas est très courageux. Soudain, un écran système affiche une nouvelle mission, libérer 20 âmes en échange d'une récompense. Confus, il se demande pourquoi le système lui donne ces missions étranges concernant les âmes. Sortie de nulle part, une femme aux cheveux violets saute d'un toit et court vers le groupe. Elle arrive en courant désespérément en demandant de l'aide alors que des types masqués sont à ses trousses. La femme du protagoniste s'avance et abat l'un des poursuivants avec un coup de pied. La femme se jette dans les bras du héros, disant qu'elle est terrifiée par la situation. Avec des regards hostiles, sa femme et l'autre fille lui demandent ce qu'elle pense faire. La fille aux cheveux roses la tire à l'écart et lui demande si elle ne comprend pas les règles entre les hommes et les femmes. Le visage rouge, le protagoniste pense à la façon dont elle rougit en grondant les autres. La femme les remercie, se présente comme la propriétaire d'une taverne à proximité, et invite tout le monde à y aller. Avec un sourire narquois, la femme du protagoniste lui dit alors de montrer le chemin. La femme joue les innocentes, disant qu'elle s'est blessée à la jambe et demande si le protagoniste peut la porter sur son dos. La femme aux cheveux blancs la rabroue, disant qu'elle va l'aider elle-même, et qu'il n'est pas nécessaire de déranger son mari. À la fin, la femme aux cheveux violets finit par monter un âne qu'ils viennent d'acheter, et le héros est vraiment ennuyé. Le protagoniste marche à côté de l'animal et se demande pourquoi diable il doit encore tenir la femme par la main. Sa femme et l'autre fille regardent la scène et commentent que c'est bien de l'avoir avec eux pour surveiller les personnes suspectes. La fille aux cheveux roses regarde au loin et voit le vendeur de lapins avec un sourire très étrange. Le protagoniste sort une carte de purification, pensant qu'il y a quelque chose de louche dans cette viande de lapin.
Il remarque que son ami se comporte étrangement et s'inquiète parce qu'il n'a qu'une seule carte à utiliser. Arrivé à la taverne, la femme aux cheveux violets les invite à manger en guise de remerciement. Le jeune homme regarde autour de lui avec suspicion, se demandant s'il y a des âmes perdues dans cet immense endroit. Sa femme s'approche et lui murmure que quelque chose ne va pas et qu'ils doivent rester vigilants. Les mains de la femme aux cheveux violets commencent à briller, et elle se prépare à faire quelque chose. La femme appelle d'autres filles et leur demande de divertir les invités de la meilleure façon possible. 3 jeunes femmes apparaissent derrière un rideau, prêtes pour une performance spéciale. Les filles se présentent, disant leur nom au groupe qui les regarde. Elles commencent alors à danser et à jouer une musique entraînante pour divertir la foule. Le protagoniste boit avec excitation et crie pour qu'elle continue la musique et la danse. La propriétaire de la taverne pense que le jeune homme est tombé dans leur piège, mais il laisse tomber quelque chose dans sa propre boisson. Soudain, le jeune homme saisit sa femme, et ils tombent tous les deux par terre, faisant semblant d'avoir le vertige. Il tombe sur un lit avec la femme aux cheveux blancs sur lui, semblant être évanouie. La jeune femme aux cheveux blancs le regarde toute rougissante, apparemment sous l'effet de quelque chose. Elle pense qu'en regardant de près, le jeune homme a en fait un très beau visage. Soudain, la femme aux cheveux blancs réalise que quelque chose ne va pas et est très surprise. Avec un visage rougissant et bavant, elle semble être complètement hors d'elle à cause de la boisson. Il ouvre les yeux avec un sourire et demande si sa femme l'a assez regardé. Choquée, elle crie et demande pourquoi il n'est pas ivre comme il est censé l'être. La jeune femme se met en colère, et il lui dit de se calmer, expliquant qu'il avait besoin de distraire la vieille sorcière qui les surveillait. Avec un regard sérieux et irrité, la fille aux cheveux blancs répète l'insulte qu'il vient de lancer. Il explique que les 3 démonesses cachent leurs auras et complotent quelque chose contre eux. Sa femme écoute attentivement et comprend qu'elles vont essayer de se rapprocher pour mettre leur plan à exécution. Le jeune homme dit qu'il va se faufiler dans la chambre de la femme la nuit pour chercher d'autres indices. Inquiète, elle lui rappelle qu'il a mangé la viande, mais il explique qu'il l'a discrètement recrachée. Avec un regard confiant, il dit qu'il a déjà un plan parfait pour visiter la chambre de la femme. La scène se coupe sur la chambre de la propriétaire de la taverne alors qu'elle entre lentement. Le protagoniste s'est transformé en un pinceau et pense à quel point il est intelligent de s'être transformé en une chose aussi simple. La femme s'approche ensuite de la table, et le pinceau se demande pourquoi elle vient dans cette direction. Elle le ramasse, et il panique en pensant qu'il a été découvert, mais se ravise rapidement en pensant que c'est impossible. La propriétaire de la taverne s'assoit sur le lit avec le pinceau dans sa main et un regard très pensif. Avec une expression étrange, elle fixe l'objet, et il se demande ce qu'elle prévoit. La femme pense que ça fait longtemps qu'elle n'a pas eu d'homme et que les nuits seules sont très longues. Elle commence ensuite à se brosser le corps avec un pinceau, et il pense qu'elle doit être vraiment désespérée. Le jeune homme redevient normal et tombe sur la femme, disant qu'il est devenu trop excité et s'est retransformé. Désespéré, il s'excuse et dit que la nuit était si enchanteresse qu'il s'est perdu. La femme lui crie d'arrêter, et le héros s'enfuit, effrayé par sa réaction. Elle l'invite à passer la nuit avec elle puisque le chevalier est encore jeune. Le jeune homme refuse et dit que sa femme l'attend, et qu'il ne peut pas être en retard. Il essaie d'ouvrir la porte, mais la femme la verrouille et l'empêche de quitter la pièce quoi qu'il arrive. Elle se révèle être une démone et demande pourquoi il veut partir si tôt. Furieuse, la femme demande s'il n'aime pas être avec elle, et le héros sent son pouvoir. Soudain, la femme du protagoniste défonce la porte et entre dans la pièce pour le sauver. Elle dit qu'elle savait que quelque chose s'était passé parce qu'il mettait trop de temps à revenir. La servante renarde et l'autre fille apparaissent également, disant que quelque chose ne va pas avec leur ami. La femme aux cheveux roses se plaint d'avoir chaud, et le jeune homme et sa femme se demandent ce qui s'est passé. Avec un sourire maléfique, la démone dit qu'elles auront une prime pour être venues jusqu'ici. Furieux, le protagoniste demande ce qu'elle a fait à son ami, mais la méchante se contente de rire. La démone explique que la fille a mangé de la viande de lapin, qui était pleine de chaux. La méchante dit que maintenant elle deviendra sa marionnette et que tout le monde partagera le même sort. Le jeune homme comprend que tous les autres qui ont essayé d'aller au 3e étage ont disparu à cause d'elle. Il demande ensuite à la servante renarde de s'occuper de la fille aux cheveux roses et de la faire sortir de là. La jeune femme aux cheveux roses hurle de douleur, et la servante essaie de l'aider à contrôler les faits. Le protagoniste dit alors à sa femme de s'occuper des 2 autres pendant qu'il règle ses comptes avec la méchante. La démone le sous-estime et se demande ce qu'un cultivateur aussi faible peut faire contre elle. Avec une puissante souche au sol, la méchante montre sa force et se prépare à attaquer. Entourée de son aura violette, la femme charge le jeune homme avec un sourire maléfique. Mais le héros esquive le coup, et la Dimitrice est confuse, ne comprenant pas ce qui s'est passé. Il bouge d'une manière étrange et parvient à esquiver facilement toutes ses attaques. Avec une expression furieuse, la méchante serre les dents de ne pas pouvoir le frapper dans le combat. Le jeune homme demande alors si sa femme va bien après avoir vaincu l'une des autres filles. Avec un regard supérieur, elle marche sur l'une des femmes et dit qu'elles ne sont pas de taille pour elle. La méchante dit alors que le plaisir ne fait que commencer et contrôle l'une des filles tombées. Les filles se relèvent avec une aura violette, et la femme du jeune homme se demande ce qui se passe. La mission du système se met à jour, et il comprend enfin ce que signifie libérer les âmes.
Il explique que les corps sont des marionnettes, et la méchante utilise les âmes des autres comme armes. Avec un sourire maléfique, la démone dit qu'ils peuvent se battre autant qu'ils veulent parce que les marionnettes ne périssent pas. La méchante dit que la dernière fois, il a eu de la chance d'esquiver le coup qu'elle lui a lancé. Elle lance ensuite une attaque d'énergie violette vers le jeune homme de toutes ses forces. Avec un regard sérieux, le protagoniste se prépare à affronter la puissante attaque de la démone. Le jeune homme esquive le coup avec un salto arrière, et l'attaque brise le sol à l'impact. La méchante est choquée qu'il ait réussi à esquiver à nouveau et semble ne pas y croire. Avec une goutte de sueur sur le visage, la démone avale sa salive et devient nerveuse à propos de la situation. Le protagoniste fait une grimace et tire la langue à la méchante, se moquant d'elle. Furieuse, la démone demande si tout ce qu'il sait faire, c'est se cacher et fuir la bataille. La méchante flotte ensuite avec ses marionnettes et se prépare à une attaque de groupe. Sa femme dit qu'elles ne sont que 3 au 4e stade du noyau d'or. Avec un sourire maléfique, la méchante dit qu'elle a de la chance de trouver un demi-démon. Le système montre son niveau de diabolisation, et le jeune homme est choqué par le nombre. Avec une aura rouge, elle dit que si ce sont des marionnettes, elles doivent être détruites. Il l'arrête et explique que si elle détruit les marionnettes, les âmes piégées à l'intérieur disparaîtront. La méchante charge vers l'avant et dit de ne pas blesser les femmes car les hommes n'ont pas d'importance. Avec un regard confiant, sa femme se prépare à se battre contre les marionnettes. Elle attaque ensuite les filles et se demande si elles pensent vraiment qu'elles peuvent lui faire du mal. L'une des marionnettes l'attaque par derrière avec un tentacule pour la surprendre. Mais le protagoniste s'interpose et bloque le coup pour protéger sa femme bien-aimée. Effrayée, elle lui demande s'il va bien, et le jeune homme semble avoir très mal à cause du coup. Avec un sourire, il dit que tout va bien et qu'il est de son devoir de la protéger du danger. Le système annonce que leur affinité a augmenté et le récompense avec une puissante épée. Sur le sol, les marionnettes sont vaincues et semblent n'avoir plus d'énergie pour se battre. Sa femme flotte alors, et la méchante se demande ce qu'elle a l'intention de faire. Elle absorbe l'énergie de la marionnette et dit que son corps se remplit de pouvoir. Le jeune homme est choqué et se demande quand elle a appris à absorber l'énergie spirituelle. La démone hurle pour qu'elle s'arrête car si elle aspire toute l'énergie, les marionnettes seront inutiles. Il explique qu'elle a besoin d'énergie Yun pour entretenir les marionnettes, c'est pourquoi ses attaques sont faibles. Avec un sourire maléfique, la démone dit que pour s'occuper de lui, elle n'aura pas besoin de faire beaucoup d'efforts. La méchante se prépare ensuite à une puissante attaque et dit qu'elle n'aura pas besoin de se retenir dans le combat. Elle charge d'en haut et crie au protagoniste de mettre fin à tout cela une fois pour toutes. Le jeune homme esquive le coup, et l'attaque de la démone frappe le sol avec une grande force. Avec un regard sérieux, il demande si elle pensait vraiment qu'il tomberait dans une attaque aussi évidente. Il prend sa nouvelle épée et dit que c'est une excellente occasion de tester la nouvelle arme. Avec un mouvement rapide, le héros charge avec son épée enflammée pour attaquer la démone. Suivi sur le sol, la méchante est choquée par sa force et ne comprend pas comment il est si puissant. Elle reconnaît l'épée et se demande comment il peut cultiver le purion et qui il est vraiment. Il pointe l'épée sur elle et dit qu'il va la finir pour venger les innocents. Avec une expression haineuse, la démone serre les dents et semble être très en colère. Elle rit et dit que les humains n'ont jamais eu pitié de sa race et lui ont tout pris. Le système annonce que la mission est terminée, et il a obtenu l'accès à une nouvelle fonctionnalité. Soudain, la femme du jeune homme est enveloppée d'une énergie rouge et semble souffrir. Choqué, il court vers elle et demande ce qui arrive à sa femme bien-aimée. La démone rit et explique que son corps faible ne peut pas supporter l'énergie démoniaque des marionnettes. Désespéré, il la prend dans ses bras, et la méchante dit qu'elle va bientôt saigner de partout. Il dit qu'il va la sortir de là, et qu'ils trouveront un médecin pour l'aider à guérir. Le jeune homme court alors avec elle dans ses bras vers un portail pour quitter le palais. Il saute en arrière avec sa femme dans ses bras pour échapper à la poursuite de la méchante. Le vendeur de lapins apparaît et demande où le protagoniste pense aller si vite. L'homme l'attaque, et le système lui dit de mettre sa femme dans l'anneau spatial. Un oiseau du système explique que le temps y passe plus lentement que dans le monde extérieur. Avec son épée flamboyante, le jeune homme se prépare à combattre le mystérieux vendeur. L'homme dit qu'il a des choses de valeur et qu'il prendra tout après en avoir fini avec lui. La démone pense que le jeune homme est étrange car il a l'épée et la cultivation purion. Avec un sourire maléfique, l'homme dit que le héros n'a pas de chance de le croiser là. Il charge pour attaquer et se demande ce que le jeune homme va faire avec cette épée puissante. L'homme dit que sans l'esprit du dragon, l'épée n'est qu'un morceau de fer inutile. Le protagoniste bloque les attaques de l'homme avec l'épée, et les deux commencent à se battre. Il attaque avec son épée flamboyante, mais le méchant lance des couteaux pour se défendre contre le coup. Le vendeur est surpris par la puissance du jeune homme et se demande quel genre d'attaque c'est. Il invoque ensuite l'esprit du dragon et demande qui a dit qu'il ne pouvait pas faire ça. Ailleurs, le protagoniste original et son groupe sentent l'aura du dragon et sont surpris. Le maître dit qu'ils doivent trouver l'entrée et sortir de cet endroit le plus vite possible. La démone et le vendeur sont choqués de voir l'esprit du dragon invoqué par le héros. L'homme se demande comment il a invoqué l'esprit avec un niveau de cultivation si bas. Effrayé, il s'agenouille et implore le pardon, offrant la clé du 3e niveau. La démone crie et lui rappelle que l'homme a oublié la marque qu'elle a placée sur lui plus tôt. Confus,
Le jeune homme demande de quoi elle parle et ce qu'est cette marque sur son front. L'homme explique que c'est une malédiction placée sur eux par l'ancêtre du palais souterrain. La démone se souvient tristement que l'ancêtre a anéanti toute sa race de serpents. Elle dit qu'il les a condamnés à protéger ce palais pour toujours et les a maudits. L'homme montre la clé et dit que s'ils périssaient, la malédiction se terminerait avec eux. Il remet la clé et dit qu'il doit y avoir un moyen de sortir de ce piège d'une manière ou d'une autre. Le protagoniste demande comment ils peuvent briser la malédiction qui a été placée sur eux. L'homme explique qu'ils doivent recevoir l'héritage et achever le corps de l'ancêtre. Le jeune homme pense qu'il peut profiter de la situation et obtenir une double victoire sur place. Il fait une proposition et dit qu'il les épargnera et lèvera la malédiction s'ils sont d'accord. Furieux, les deux disent qu'il n'est pas en position de leur imposer des conditions. Le héros pointe son épée sur les démunis et les regarde avec une expression sérieuse et intimidante. Il leur dit de choisir entre la vie ou être éliminé, et les deux acceptent sa proposition. L'homme explique que c'est un contrat et que dès qu'il aura rempli sa part, l'accord sera valide. Le jeune homme dit qu'ils seront ses serviteurs et que toute tentative de trahison mènera à leur fin. Il conclut ensuite un contrat de sang avec les deux, et une marque de feu apparaît sur leur front. Les marques brillent, et maintenant les deux sont officiellement des serviteurs du protagoniste du palais. Avec les marques brillantes, les deux regardent le jeune homme avec des expressions sérieuses et soumises. Le héros demande alors où est l'autre démon qu'ils ont mentionné pendant le combat. L'homme dit que le serviteur renard a reçu une poussée d'énergie et ne s'est pas encore rétabli. Il se souvient de la lapine et réalise qu'elle joue un rôle important dans l'histoire originale. Le jeune homme se souvient que dans l'histoire, elle avait une poussée d'énergie et a failli être attrapée à cause de ça. Le Dimito explique que son corps purion est capable de produire de l'énergie à l'infini. Avec un sourire, il dit qu'il lui a donné un peu de son énergie pour l'aider à se rétablir. Il pense qu'avec son entourage, ils doivent se rapprocher de l'objectif principal. Le jeune homme et ses nouveaux serviteurs se dirigent vers la porte, et l'homme dit que personne n'a jamais obtenu l'héritage. La démone demande s'il fait vraiment confiance au jeune homme, et l'homme dit qu'ils n'ont pas le choix. De retour dans la pièce, le serviteur renard donne l'antidote à la jeune fille aux cheveux roses à boire. Il demande au serviteur de sortir la fille, qu'ils iront au niveau suivant plus tard. Dans l'espace céleste, la femme du jeune homme est allongée, entourée d'une énergie sombre. Elle se lève avec la même énergie sombre et semble être contrôlée par elle. Soudain, le protagoniste apparaît et s'approche d'elle avec un regard sérieux et inquiet. Il la tient par la taille, et la jeune femme aux cheveux blancs semble confuse par la situation. Le jeune homme dit que l'excès d'énergie pourrait lui nuire et qu'il l'aidera à s'en débarrasser. Les deux se regardent avec des visages rouges, et la jeune fille semble être dans une sorte de transe. Surprise, elle le repousse et demande ce qu'il fait là avec elle à ce moment-là. Avec un sourire, il dit qu'il l'aide à se débarrasser de l'excès d'énergie spirituelle. La femme regarde l'énergie rouge devant elle et semble surprise par celle-ci. Elle sent son corps se réchauffer, et une boule d'énergie se forme dans sa poitrine. Il se rapproche et demande si elle ne ressent pas une chaleur dans son corps et une faiblesse. Avec un sourire, il lui dit de l'appeler « Chère Marie », et il l'aidera à se rétablir. Furieuse, sa femme demande s'il est devenu complètement fou pour faire une telle demande. Avec un regard irrité, elle regarde le jeune homme et semble très en colère de la situation. La femme aux cheveux blancs perd l'équilibre et tombe au sol, ressentant une grande douleur dans son corps. Il dit qu'il n'insistera pas mais avertit que si elle ne nettoie pas ses méridiens, elle ne pourra plus cultiver. Embarrassée, elle l'appelle Chère Marie, et il a un saignement de nez à cause de l'excitation. Sa femme s'allonge sur l'herbe et lui dit d'attendre un peu avant de continuer. Soudain, la jeune femme aux cheveux blancs hurlés semble souffrir énormément. Le système annonce que leur affinité a augmenté, et il reçoit une carte pour changer de tenue. Avec la carte en main, il pense qu'avec plus d'affinité, il aura plus d'opportunités avec elle. Le jeune homme se lève et dit que maintenant ils vont aller au niveau final du palais souterrain. Dans une ville, le protagoniste original et son groupe émergent d'un portail bleu vif. Le vendeur de lapins apparaît à nouveau et offre sa nourriture aux gens dans la rue. Le mentor du protagoniste original prend une brochette et dit qu'il avait vraiment faim. L'autre jeune homme offre la brochette au protagoniste original, qui le regarde avec suspicion. Avec une lueur dans les yeux, il réalise que le vendeur est un démon et est surpris. Le vendeur rit et dit qu'il ne s'attendait pas à rencontrer autant de personnes intéressantes cette année. Soudain, le protagoniste original ressent quelque chose d'étrange et crie de douleur, se tenant l'estomac. Son ami le tient et demande ce qui lui arrive, mais le jeune homme souffre énormément. Le vendeur rit et dit qu'une larve millénaire est entrée en lui et le transformera en marionnette. Enveloppé dans son aura violette, la démone loue le travail du vendeur de lapins. Avec un sourire maléfique, l'ancêtre dit qu'il extraira leurs âmes pour créer de nouvelles marionnettes. Avec son épée bleuoyante, le protagoniste se prépare pour la prochaine bataille. Il fait un pas en avant et se prépare à affronter les méchants qui sont apparus. Le jeune homme atteint le niveau final et voit le corps de l'ancêtre assis sur un trône d'ossements. L'esprit de l'ancêtre apparaît et dit qu'il n'a pas réussi le test et qu'il doit partir. Avec un regard défiant, le protagoniste demande ce qui se passera s'il refuse. Avec sa faux à la main, l'ancêtre se prépare à attaquer le jeune homme avec son énergie. Furieux, l'esprit crie au héros de se perdre et l'attaque de toutes ses forces. Les deux croisent leurs armes,
et une grande énergie se dégage du choc des lames. L'ancêtre utilise sa faux, et une ombre mystérieuse apparaît pour attaquer le jeune homme. Le protagoniste esquive le coup, et l'ombre passe à côté de lui sans pouvoir l'atteindre. L'esprit dit qu'il n'est pas digne de son héritage parce qu'il n'a pas pu vaincre les gardiens. Le jeune homme montre une carte et dit qu'il n'a pas besoin de sa technique pour gagner le combat. Enveloppé d'une aura ardente, il dit que le vieil homme est fort, mais qu'il a plus d'un tour dans son sac. L'ancêtre est surpris par la puissance du jeune homme et semble ne pas croire ce qu'il voit. L'esprit charge avec sa faux et dit que le jeune homme a caché sa force pour entrer dans le palais. Le protagoniste bloque le coup avec son épée et se prépare à une contre-attaque. Avec un coup de pied au sol, le jeune homme brise le sol et se prépare pour son prochain mouvement. Il donne ensuite un coup de pied à l'ancêtre et l'envoie voler avec la force du coup qu'il vient de porter. L'esprit de l'ancêtre est projeté contre le mur, et une grande explosion se produit. Avec une expression douloureuse, le méchant est choqué par la force du protagoniste au combat. L'esprit se relève ensuite avec son aura violette et semble se préparer à une nouvelle attaque. Le jeune homme regarde attentivement et attend le prochain mouvement de l'ancêtre dans ce combat. Avec un regard déterminé, le héros se prépare à continuer la bataille et à vaincre l'esprit. Le protagoniste apparaît derrière le méchant et l'attrape par le cou avec une grande force. L'ancêtre supplie qu'on le libère et promet de donner sa technique en récompense de sa vie. Avec un sourire, le jeune homme dit qu'il lui a déjà dit qu'il n'avait besoin de sa technique pour rien. L'esprit serre les dents et se demande ce que le protagoniste veut faire de lui là-bas. La carte de pouvoir s'épuise, et l'ancêtre se prépare à attaquer le jeune homme avec sa faux. Avec la faux à la main, il dit que le sommet de ce pouvoir n'est pas si impressionnant après tout. L'esprit fusionne avec le corps sur le trône, et une énergie violette se dégage dans toute la zone. L'ancêtre se transforme et dit qu'après 400 ans, quelqu'un est finalement arrivé. Le protagoniste est choqué par la transformation et se demande ce qui est arrivé au méchant. L'ancêtre dit que le vieil homme est toujours vivant, et le jeune homme est surpris par cette information. Avec sa main tendue, le méchant se prépare à attaquer le héros avec son énergie violette. Le jeune homme esquive l'attaque, et l'énergie passe à côté de lui sans parvenir à le frapper dans le combat. L'attaque énergétique se transforme en faux et revient dans la direction du protagoniste. L'ancêtre attrape son arme et dit que c'est son vieil ami qui est revenu vers lui. Avec la faux à la main, il montre son vrai pouvoir, et une énergie violette envahit l'endroit. Le jeune homme se demande pourquoi l'histoire s'écarte autant du script original. L'ancêtre dit que le jeune homme est soit chanceux, soit malchanceux d'être arrivé à ce moment-là. Il invoque un squelette géant et dit qu'il ne lui reste qu'un peu de conscience divine. Avec un visage en colère, le héros se plaint d'avoir protégé l'endroit pendant des siècles. Le squelette dit que le jeune homme est venu chercher le sceau immortel et qu'il se moque de lui. Il dit que l'arrivée du héros lui donne un nouvel espoir pour ses plans maléfiques. Avec un regard déterminé, l'ancêtre fait face au jeune homme et se prépare à attaquer. Notre protagoniste est enveloppé d'une aura ardente et se prépare pour la bataille finale. Le squelette est détruit, et l'ancêtre dit que le chemin de l'immortalité s'est ouvert. Le jeune homme dit que le vieil homme est très audacieux de penser qu'il peut s'emparer de son corps. Furieux, l'ancêtre charge pour attaquer le héros avec sa puissante énergie violette. Le méchant lance ensuite une attaque d'eau noire qui aspire tout l'air autour du protagoniste. Il dit que le jeune homme manquera d'air et ne pourra pas échapper à cette technique mortelle. L'ancêtre est alors choqué de voir que le héros a réussi à échapper à son attaque d'une manière ou d'une autre. Enveloppé de feu, le jeune homme dit que les grandes opportunités s'accompagnent de grands dangers. Avec un regard furieux et des yeux brillants, il demande ce que l'ancêtre vient de dire. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.